Notre invité est gynécologue, il s'appelle Olivier Marpeau, son pseudo sur les réseaux, c'est Mon Gynéco. Au risque de décevoir beaucoup de personnes, les rares études qui ont vraiment étudié les femmes fontaines, qui vraiment ont des projections liquidiennes au moment de l'orgasme. C'est parfois des jets complets. Quand c'est du jet, c'est l'urine. Est-ce que tu as des parents qui viennent pour voir si leur enfant est encore vierge? On m'a déjà demandé des certificats de virginité, c'est souvent culturel ou religieux, et on m'a déjà demandé de refaire un hymen. Ça me choque profondément par rapport à l'image que j'ai de la femme. T'as dit, je faisais des accouchements. Il y a peu de spécialités en médecine où il y a ce degré d'urgence. Et puis là, on est responsable de 2 vies. personnes? Eh oui, de 2 vies. Si on doit sauver une personne? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité est gynécologue, il s'appelle Olivier Marpeau, son pseudo sur les réseaux, c'est Mon Gynéco. Il a plusieurs millions de personnes, plusieurs millions d'entre vous qui le suivaient sur les réseaux sociaux. On avait fait une émission avec lui il y a quelques années qui a atteint 3 300 000 vues au jour du tournage. Vous avez été nombreux à demander de le réinviter, et puis nous c'était un plaisir de le revoir aussi pour aborder tous les autres sujets qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder lors de la première vidéo. On a évidemment parlé de gynécologie, de son parcours, les questions les plus récurrentes qu'il entend et qu'on lui pose lors de ses consultations. Il va nous raconter s'il a déjà eu des problèmes avec les maris de certaines qui viennent aussi sur le plateau. Il m'a dit qu'il avait une anecdote à ce propos. On va aborder toutes les questions que vous vous posez aussi sur Internet. Parfois, on n'a pas les réponses, on ne sait pas à qui les demander, notamment par rapport aussi aux maladies, aux infections, aux maladies sexuellement transmissibles. On va aborder le sujet des choses les plus incroyables qu'il ait vues. Vous allez voir, on peut avoir dans les ovaires, par exemple, des kystes. Il va nous expliquer ça. Il a déjà enlevé des dents. On peut avoir des dents qui poussent dans les ovaires ou même des cheveux. Il va nous raconter les choses les plus incroyables. Et en tout cas, juste avant de commencer, en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Abonnez-vous sur YouTube et abonnez-vous, si vous voulez bien, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Amazon Podcast. Partout, vous pouvez nous écouter en version longue, les émissions longues. Et après, il y a les extraits un petit peu partout sur les réseaux. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre en podcast audio aussi. Quand vous êtes sur la route aussi, c'est pratique de mettre un podcast. Vous pouvez écouter comme ça longtemps un sujet. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais remercier notre partenaire sur cette vidéo. C'est Papillon Patrimoine. C'est une société qui vous permet d'acheter des biens immobiliers neufs le plus efficacement possible. On a reçu dans l'émission Aymeric Evenot, c'est le fondateur justement de Papillon Patrimoine. Ils vendent, pour vous donner un ordre d'idée, 2 à 3 logements par jour. Ils accompagnent des particuliers dans l'achat en résidence principale, mais aussi dans l'investissement immobilier neuf, si vous voulez. Avec Papillon Patrimoine, vous pouvez investir dans le neuf dans de très bonnes conditions, parfois même meilleures qu'en direct. Vous pouvez acheter un appartement ou une maison avant même la construction. Aymeric nous a expliqué les avantages d'acheter du neuf, les différences de prix, mais aussi les freins psychologiques qui peuvent exister chez certains clients en fait et qui les empêchent d'acheter. On a parlé du fameux prêt à taux zéro et tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter, mais aussi des pièges et des idées reçues sur l'immobilier neuf. Et comme on parle d'immobilier, on a envoyé notre journaliste Lola découvrir des biens d'exception. D'abord visiter une villa de luxe en région parisienne d'une valeur de 5 millions d'euros avec jacuzzi, hammam, piscine, cinéma, même un bunker dedans. Alors si vous n'avez pas vu l'émission avec Aymeric Evenot, le fondateur de Papillon Patrimoine, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, merci beaucoup à eux de nous sponsoriser. Juste avant de commencer, je vous rappelle, comme il vient d'Aix-en-Provence, il est médecin à Aix-en-Provence. On sera à l'Arena du Pays d'Aix, ça va être le 28 octobre pour le Légende Tour. C'est la tournée qu'on organise. On a réservé dans 16 villes, 18 dates pour être précis, puisqu'on fait 2 fois Paris et 2 fois Bruxelles. On a réservé les plus grandes salles de ces villes à chaque fois, les plus grands zéniths. Et donc, on vient vous voir à Aix-en-Provence. On sera le 28 octobre et à Nice, juste à côté, pas très loin, le 27 octobre aussi. Donc, si jamais vous voulez prendre place, vous pouvez les prendre sur légende-tour.fr. J'ai hâte de vous voir en vrai. On a plein d'invités, plusieurs qu'on annoncera au fur et à mesure. Il reste quasiment plus de place sur la plupart des dates. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez venir en famille. Ça va être un show complet avec des anecdotes exceptionnelles. Si vous aimez Légende, vous retrouverez directement le même atmosphère sur le Légende Tour. Et il y aura beaucoup de surprises avec beaucoup d'artistes qui se rajouteront. On passera dans beaucoup de villes. On sera à Dijon, notamment à Chambéry, à Metz aussi, par exemple, à Strasbourg. Voilà, je vous mettrai toutes les dates qui s'affichent. Et puis dans la description aussi. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Et c'est parti. On y va avec Mon Gynéco, Olivier, sur Légende. On y va. Salut, c'est Mon Gynéco. On est de retour chez Légende. Je vais vous raconter ma vie de gynécologue depuis maintenant quelques années et il s'en est passé des trucs. Eh ben, bienvenue Olivier, le retour d'Olivier. Le retour de Mon Gynéco. On avait déjà fait une émission à l'époque, alors c'était quasiment au début du média, je crois que c'était en mai 2023, ouais. Le média devait avoir 3-4 mois à peu près quand tu es venu. Et Mon Gynéco était jeune aussi. Ouais. Et toi tu commençais depuis quelques mois aussi, vous aviez été très nombreux à regarder cette émission, au jour du tournage je crois qu'elle était à 3,3 millions, ta première interview, donc c'était un des premiers gros succès de la chaîne et je te remercie pour ça aussi. Bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité puis de me réinviter aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est cool. Toi, ta chaîne, tu as beaucoup d'abonnés maintenant, tu as complètement explosé sur les réseaux, tu donnes beaucoup de conseils, tu fais beaucoup de vidéos. Parfois, il y a les questions de ta femme aussi, qu'on ne voit pas à l'image. On l'entend, qui pose des questions. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Là, je vois que ça fonctionne très bien. Alors, j'essaie de me renouveler tout le temps. Les questions que se posent les femmes sur leur santé gynécologique, c'est vraiment au quotidien. Et puis, je continue à travailler, surtout dans mon cabinet. Donc, ça nourrit, bien sûr, les contenus que je propose. Et je trouve c'est important d'être toujours sur le terrain pour pouvoir vraiment répondre à des questions pratiques et qui concernent vraiment les femmes dans leur quotidien. Et puis l'avenir, j'en sais rien. Moi, je pousse les portes les unes après les autres. J'ai écrit un bouquin, je touche aux médias. Je suis ici aujourd'hui avec toi. Un peu de télé, un peu de radio locale. J'aime bien faire de la radio. Ah, c'est vrai? Ouais, j'aime bien ce média. Discuter un peu avec les auditeurs, échanger, c'est cool. Donc, je prends les choses au fur et à mesure, comme elles viennent, tout en continuant à travailler au contact de mes patientes tous les jours. Oui, tu m'as dit tout à l'heure, je veux continuer à travailler. Tu n'es pas influenceur, tu es un vrai gynécologue. Non, mais c'est important. Ouais, c'est important de ne pas lâcher, je pense, je trouve le terrain, parce que, encore une fois, ça nourrit ce que je propose sur les réseaux. Et puis moi, ça m'oblige maintenant, le fait d'être un petit peu connu grâce au réseau. Dans mon cabinet, je peux te dire que j'ai intérêt à être sérieux et accueillant avec toutes les patientes qui viennent me voir et qui me font confiance. Qu'est-ce que c'est qu'un gynécologue? Alors, la gynécologie obstétrique, c'est une spécialité médicale, médico-chirurgicale. C'est une spécialité qui est hyper variée, qui s'est beaucoup féminisée d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font ce métier, même plus de femmes que d'hommes qui font ce métier. Spécialité médicale parce qu'on va accompagner les femmes tout au long de leur vie de femme, de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Donc moi, dans mon cabinet, je reçois des jeunes, des adolescentes qui ont leurs premières règles, qui ont leurs premiers rapports. On va aborder les IST, la contraception, les sujets les infections. Les infections sexuellement transmissibles. Et puis jusqu'à la ménopause, donc je reçois dans mon cabinet des femmes beaucoup plus âgées, de 80, 85 ans, qui sont en pleine forme, qui viennent me voir, qui ont besoin d'un suivi gynécologique, qui ont des questions qui sont spécifiques à leur période de vie. Et donc, le gynécologue, il va accompagner toutes ces périodes de vie, avec bien sûr les grossesses, le suivi de grossesse, l'activité en salle d'accouchement pour accompagner les femmes pendant leur accouchement. Parfois, on intervient dans des situations assez urgentes. Tout le volet chirurgical. Moi, je fais beaucoup de chirurgie gynécologique. Tu es chirurgien gynécologue? Ouais, c'est vraiment ma spécialité, ma surspécialité, on va dire. Donc, je fais beaucoup d'interventions chirurgicales, des hystérectomies, j'opère des cancers du sein, des femmes qui souffrent d'endométriose, de descente d'organes, de fuite urinaire. Donc, tu vois, on fait des choses vraiment qui sont très, très variées. Moi, c'est une des choses qui me plaît beaucoup dans ce métier. C'est cette variété, cette possibilité de pouvoir évoluer au cours de sa carrière. Il n'y a pas 2 jours qui sont pareils, donc je m'ennuie jamais. Tu as dit, je faisais les accouchements. Tu en fais plus aujourd'hui? Alors, je n'accompagne plus de femmes enceintes ou de femmes qui accouchent. Là, je me suis vraiment spécialisé dans la chirurgie. J'en ai fait pendant très longtemps, pendant toute ma formation, quand j'étais à l'hôpital public, interne et chef. Puis après, quand je me suis installé dans le libéral, j'ai travaillé dans une grosse maternité, avec des gardes, avec le suivi de grossesse, avec l'activité en salle d'accouchement, les césariennes en urgence, des situations super dans 99% des cas, et puis parfois beaucoup plus difficiles. Et puis là, j'ai changé pour des raisons personnelles, pour m'occuper un peu plus de mes enfants. Et puis pour... T'en as 4, hein, toi, c'est ça? Ouais, on en a 5 à la maison. 5 à la maison. Ouais, moi j'en ai 4, donc je suis le papa direct. 5 ados, une fille et 4 garçons, donc c'est sûr que ça occupe bien. Ils ont besoin d'avoir un papa qui les tient un petit peu à cet âge-là. Ouais, c'est important. Quel âge Ma fille a 22 ans, et après les garçons, ils ont 19, 16, avec le fils de ma femme, 13, enfin voilà quoi. Il y a du... À quel moment on fait appel à un gynéco pour l'accouchement? Parce que non, c'est un obstétricien ou une obstétricienne, non, si tu dis pas de bêtises. Les accouchements, bon déjà la femme, dans la majorité des cas, elle accouche... à l'hôpital. On est à l'hôpital ou en clinique, mais on est là en spectateur, on est là pour l'accompagner. Heureusement, dans la grande majorité des cas, les choses se passent de manière naturelle, et puis on est là pour s'assurer que tout se passe bien. C'est beaucoup les sages-femmes qui suivent le travail et qui s'occupent des femmes qui accouchent quand il n'y a pas forcément besoin d'intervention externe. Nous, on est appelés en renfort. On est appelé quand il y a un problème, souvent. On est appelé quand il faut sortir le bébé très vite parce qu'il y a une souffrance, quand il y a des ralentissements, quand il y a... Je sais pas si... Ouais, je crois que t'es des enfants. Et quand tu assistes à l'accouchement de ta femme, tu vois qu'on enregistre le cœur du bébé en permanence. Et donc, on surveille l'activité cardiaque fœtale. Quand il y a des ralentissements, pour nous, c'est un signe d'alerte. Il y a différents types voilà. On sait que le bébé peut manquer un peu d'oxygène. On voit son cœur qui ralentit. On sait qu'il va falloir activer un petit peu les choses en accélérant le travail, en sortant le bébé plus vite ou en faisant une césarienne en urgence. Donc, on est
attentif à ça, et puis à la maman, bien sûr. Parce que la maman aussi, elle peut avoir des soucis pendant le travail, au moment de l'accouchement, ou après l'accouchement, il peut y avoir des hémorragies, par exemple, ou des infections sévères. Donc c'est important d'être là pour s'assurer que tout se passe bien et agir si besoin. T'as déjà eu des accouchements à domicile, des trucs qui sont arrivés trop vite, ou des dénis de grossesse, ça peut arriver, on se rend compte le jour J de l'accouchement? Alors à domicile, non, parce que je travaille dans des structures de soins, des hôpitaux, Non, mais ou des cliniques, un mais ami sur le parking, t'appelle, il faut que sur le t'ailles parking, par exemple. Sur le parking, ça arrive, tu es en salle d'accouchement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où on t'appelle en disant « Vite, docteur, vite l'équipe, il y a une patiente qui est sur le parking » et en fait, le mari est parti un petit peu tard, le travail était un petit peu plus rapide que prévu. Le travail, c'est le fait de commencer à sortir. Le travail, c'est avant, c'est le début, c'est la phase de préparation, c'est quand la femme commence à avoir des contractions, que le col commence à se modifier, éventuellement qu'elle perd les os. Donc ça, c'est les signes d'entrée en travail. Et souvent, on dit aux femmes « Attendez 1 heure ou 2 » parce qu'il y a ce qu'on appelle le faux travail. C'est des fausses alertes. Il peut y avoir en fin de grossesse des périodes où il y a des contractions, puis en fait, c'est pas le début du travail, donc on dit aux femmes, restez chez vous, attendez de voir un peu ce qui se passe, mais parfois, elles attendent un peu ce qui se passe, et puis il se passe des choses. Et le bébé arrive, et il arrive parfois un peu rapidement, notamment quand c'est le 2e, le 3e ou le 4e, le travail est plus rapide, et on arrive sur le parking, et le bébé, il est là, dans la voiture, déjà dans les bras de sa maman ou de son papa, donc il faut le réchauffer, il faut vérifier que tout se passe bien, s'occuper du placenta et couper le cordon. C'est quoi l'accouchement le plus rapide que tu aies vu? Est-ce que tu as déjà vu un accouchement de film? C'est vraiment la dame a eu de la chance et il est sorti d'un coup. L'accouchement express, ça existe vraiment. L'accouchement express, ça existe comme vraiment. Dans les films. Ouais, ça existe vraiment. Et moi, ce qui me frappait toujours, c'est qu'on se fait toujours avoir. T'as beau avoir de l'expérience en tant qu'obstétricien, en tant que sage-femme, ça arrive toujours aujourd'hui dans les maternités françaises d'avoir des patientes qui arrivent à qui tu dis allez, c'est bon. On va attendre un petit peu, on va vous mettre dans cette pièce, on va enregistrer le cœur du bébé, puis on va voir s'il se passe quelque chose. Oui, c'est pas pour tout de suite. Et puis 5 minutes après, t'as la sonnette, tout le monde qui court, et le bébé, il est là en train de sortir, et tu fais l'accouchement un peu en cata sur un brancard ou dans une salle d'examen qui n'était pas exactement faite pour ça, mais ça se passe bien. Plus c'est long, moins c'est bon signe, non? Un accouchement. Alors, nous, on préfère que ce soit rapide. Moins le travail dure longtemps, plus l'accouchement. Pour nous, c'est un signe de simplicité, mais attention, parce que parfois, quand le travail est vraiment rapide et que l'accouchement est vraiment rapide, il y a un petit peu plus de risque de déchirure au niveau du périnée, parce que le bébé peut sortir un petit peu comme un bouchon de champagne. Nous, quand on assiste à un accouchement, on a plus un rôle de retenue de la tête que de traction, voilà, parce qu'il faut que la tête sorte doucement pour étirer le périnée doucement, pour diminuer le risque de déchirure au niveau du périnée. Donc on apprend, quand on apprend les accouchements, à retenir la tête pour que le périnée se distende. Voilà. Donc sinon, ça peut sortir de manière assez brutale. Et moi, c'était une de mes grandes craintes au début, quand j'ai participé à mes premiers accouchements, c'était de faire tomber le bébé. Parce que ça glisse. Ça glisse. Un bébé, les bébés, ils sont recouverts d'une petite graisse, un peu comme les petits phoques, tu vois. Il y a une petite graisse de phoque dessus, qui est là pour protéger leur peau, qui a un rôle vraiment important. Donc quand ils sortent, ça, plus le liquide amniotique, plus d'autres liquides biologiques parfois qui passent par là, bien sûr, un peu de sang ou d'autres trucs, il peut glisser et il faut faire gaffe. Moi, j'avais toujours cette trouille-là au début, sur les premiers accouchements. De faire tomber? Ah ouais. Ça t'est jamais arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. C'est tellement précieux, je pense que ça m'est jamais arrivé. Serres. Tu le serres, mais tu veux pas trop le serrer non plus, parce que c'est un petit peu fragile. Et puis, quand tu le serres trop, ça peut glisser aussi, tu vois, comme un savon. Donc, c'est vrai. Donc, il faut faire gaffe, tu le poses et tout. Et au début, t'es un peu maladroit, tu vois, t'es interne en gynécologie obstétrique, premier semestre, premiers accouchements. Moi, j'ai appris la science de l'obstétrique, le travail et l'accouchement avec des sages-femmes. C'est les sages-femmes, moi, qui m'ont appris les accouchements normaux. Donc j'étais à leur côté pendant toutes mes gardes, à passer la nuit debout, à apprendre à faire les accouchements. C'est la responsabilité que vous avez sur les épaules, elle est énorme lors d'un accouchement, parce que tu peux avoir ce qui est assez paradoxal, parce que 99 fois sur 100, ça se passe très très bien. L'accouchement, la grossesse, c'est des choses qui sont extrêmement naturelles. Et nous, finalement, on est là beaucoup en tant que spectateurs. Et tant mieux, encore une fois, pour intervenir s'il y a un souci. Mais quand il y a un souci, il y a un stress. Après, chacun vit son stress différemment. Moi, je le vivais très positivement. Ça m'excitait au sens organisation. Tu vois, t'es responsable de la salle d'accouchement. C'est toi le gynécologue en charge, donc il faut organiser les équipes, et quand il faut, par exemple, décider de faire une césarienne en code rouge, césarienne, c'est-à-dire qu'il faut sortir le bébé en moins de 10-15 minutes. En faisant une entaille sur le ventre, c'est-à-dire que c'est pas par voie basse, une césarienne. On est en salle d'accouchement, donc il faut vite passer au bloc opératoire, parce que le cœur du bébé ralentit d'un coup, parce que la maman va pas bien, parce qu'il faut vraiment vite le sortir. Donc on passe
en urgence, c'est les vraies urgences, tu vois. Il y a peu de spécialités en médecine où il y a ce degré d'urgence. Et puis là, on est responsable de deux personnes. Eh oui, de deux vies. Et alors la priorité est toujours donnée à la maman. Ça, c'est quelque chose qu'on dit pas souvent, mais qu'on apprend, nous, c'est... Si on doit sauver une personne, c'est la maman. C'est la mère. C'est la mère. Et, même à la demande de la maman, si elle vous dit, moi, s'il y a un risque... C'est la mère. C'est vraiment la priorité numéro 1. C'est des situations qui se présentent extrêmement rarement. Oui, mais il faut y penser. Mais il faut y penser. Tu vois, je pense à une femme, il y a quelques années, que je suivais et qui arrive, et elle avait eu une rupture utérine. C'est-à-dire que son utérus était déchiré, elle était à 6 mois de grossesse, donc très prématurée, c'était beaucoup trop tôt pour accoucher. Elle arrive aux urgences avec un ventre dur, et elle avait fait une rupture utérine. C'est-à-dire que l'utérine qui s'ouvre, du coup le bébé se retrouve dans le ventre, le placenta se décolle, il n'y a plus d'oxygène, et la mère surtout saigne, elle est en choc, tu vois. Donc situation dramatique. Voilà, situation dramatique. Et donc là, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut foncer au bloc opératoire, ouvrir le ventre, faire une césarienne en urgence pour sortir le bébé et sauver la mère. Mais quand tu fais ça, le bébé, quand c'est très très prématuré, il ne peut pas survivre. Là, il n'a pas survécu en l'occurrence. Mais il y avait une urgence vitale pour la maman. Donc c'est vrai que cette notion d'urgence, on doit toujours penser aux deux. Mais la mère, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Ça t'est déjà arrivé de perdre une maman lors d'un accouchement ? Alors, moi, je l'ai pas vécu en direct. J'ai géré des situations où il y a une complication de l'accouchement qui s'appelle l'hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire dans les heures qui suivent l'accouchement, qui suivent la délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta. C'est une période qui peut être un petit peu tendue où on fait très attention aux pertes sanguines, parce que parfois, s'il reste un petit peu de placenta dans l'utérus, si l'utérus a des fibromes, l'utérus peut pas se rétracter. Ok ? Pendant la grossesse, tu as le placenta qui est collé à la paroi de l'utérus, le bébé se développe, arrive l'accouchement, la poche des os se rompt, le bébé sort et le placenta se décolle. Le placenta, c'est une éponge pleine de sang, tu vois, qui est accrochée à la paroi de l'utérus avec plein de vaisseaux maternels et fétaux, et c'est par là que se font tous les échanges d'oxygène, de nutriments et de déchets. C'est un peu magique. Voilà. Donc c'est un organe qui est incroyable et qui disparaît, qui existe que pendant la grossesse. C'est le seul organe qui existe qu'à un moment de la vie. Et qui sort après entièrement. Puis nous, on ne le connaît pas, nous les hommes, tu vois, et qui disparaît après, une fois que la femme a accouché. Et quand ce placenta se décolle, tu as des vaisseaux dans la paroi de l'utérus qui sont béants, qui sont ouverts, parce qu'ils servaient à amener du sang vers le fœtus. Et si l'utérus se contracte pas, on appelle ça un globe de sécurité. Tu vois, l'utérus, normalement, il doit se contracter et être super dur. Et c'est pour ça qu'on embête les femmes après un accouchement en leur appuyant sur le ventre pour bien sentir si l'utérus s'est rétracté. S'il reste tout mou, comme une outre, tu vois, un peu, qui se remplit de sang, et là, ça peut saigner très, très fort. Donc, nous, on fait très attention à ça. Et il y a Ça t'est arrivé sur une maman, il y a sur plusieurs, et il y a des protocoles à bien respecter. Donc, on commence d'abord en faisant une révision utérine, c'est-à-dire qu'on met une main dans l'utérus pour aller retirer le sang, les caillots et éventuellement les petits morceaux de placenta. On va injecter des médicaments pour obliger l'utérus à se rétracter. On va vérifier qu'il n'y ait pas de déchirure au niveau du vagin ou du col de l'utérus, parce que parfois il peut y avoir des déchirures qui saignent fort et donc ça aggrave encore les saignements. Il y a l'anesthésiste qui vient pour remplir et parfois éventuellement transfuser. Parfois ça suffit pas, donc on peut être obligé de passer au bloc opératoire pour ouvrir le ventre, pour aller faire des nœuds sur les vaisseaux qui saignent. Parfois, on est obligé de retirer l'utérus. Ça s'appelle une hystérectomie d'hémostase. Et ça, c'est des décisions qu'on prend dans un ordre précis. On ne fait pas n'importe quoi, on a été formé, mais on a des protocoles à respecter. Et maintenant, on a aussi d'autres techniques de radiologie qui permettent d'éviter, dans un certain nombre de cas, de devoir passer au bloc opératoire, où là, c'est les radiologues qui vont envoyer des petites billes pour boucher les vaisseaux qui nourrissent l'utérus, qui amènent le sang à l'utérus pour bloquer les saignements et diminuer ce risque. Donc ça, c'est les situations que j'ai vécues. L'hémorragie de la délivrance, ça tue encore des femmes... ça arrive encore en France, ouais, ça existe. Il y a une complication qui arrive aussi, qui est très sévère, qui s'appelle l'embolie amniotique. Et là, vraiment, c'est des patientes qui... La physiologie de cette complication, elle n'est pas très bien connue, mais c'est du liquide amniotique qui passe dans le sang de la maman au moment de l'accouchement, et ça peut provoquer un arrêt cardio-respiratoire, des hémorragies sévères, des troubles de la coagulation. Bref, c'est violent. Tu déconseilles les accouchements à domicile ? Je sais qu'il y en a qui veulent le faire encore. Ouais, Est-ce que ça c'est... Honnêtement, après avoir vu tout mon parcours d'obstétricien, depuis mon premier stage d'étudiant en médecine dans une salle de travail jusqu'à mon dernier accouchement dans la maternité dans laquelle je travaillais à 8 ans, jamais ma femme aura accouché à la maison, tu vois. Tu l'aurais jamais pas... de la vie, parce que en obstétrique, même quand
tous les voyants sont au vert, même quand tout roule, même que il peut se passer des trucs. Ouais, c'est au moindre truc. Il peut se passer Chez des toi, trucs. c'est chaud. Il peut se passer des trucs. On est capable d'anticiper les situations compliquées. Quand il y a une pathologie, un diabète, une hypertension, quand le bébé est pas tout à fait dans le bon sens, quand le placenta est trop bas, trop près du col, on sait que ça, c'est des situations à risque. Mais même quand il n'y a pas ces situations à risque identifiées, il peut se passer des choses. Et c'est tellement précieux. On peut pas... Voilà. Tu as eu des pères qui tombent dans les pommes régulièrement, ou c'est un truc qui est plutôt dans les films aussi? Non, le malaise du papa, c'est assez fréquent. Le papa qui est sûr de lui quand il rentre et qui dit moi, alors, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent les grands costauds, tu vois. C'est souvent, en général, c'est les grands costauds qui disent t'inquiète, ça va monsieur, ouais, ça va super bien. Et puis tu vois qu'il est pas très frais, ou parfois tu vois rien du tout, t'entends juste boum. Ah, il tombe. Ah ouais, il y en a qui tombent. Hein. Il y en a qui tombent. Alors, c'est un mélange c'est lié à l'émotion du moment. Ils ont peur pour leur femme, ils ont peur pour leur bébé, surtout quand il se passe des choses. Ou alors l'ambiance, parce qu'une salle d'accouchement, c'est pas tout à fait un bloc opératoire, mais on est quand même, habillé t'es en tenue particulière. Tu dois mettre petite Charlotte. Ta petite Charlotte. D'ailleurs, faut pas se tromper. Hein. J'ai déjà vu des papas qui, au lieu de mettre la Charlotte sur la tête, ils mettaient les surchaussures sur leur tête. Voilà, t'es pris dans le truc, tu sais pas, t'as jamais vu, tu prends un truc, tu te le mets sur la tête, mais en fait c'est le truc pour mettre sur le cheveu. Et bien sûr, nous on leur disait pas. Et voilà, donc ils faisaient ils restaient pour le travail et l'accouchement avec ça sur la tête, c'était rigolo, ils s'en souviennent sur les photos après. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes gynécos ou c'est plus un métier qui est occupé par des femmes? C'est assez mélangé, ça a été très masculin, comme toutes les spécialités médicales, mais la médecine s'est beaucoup féminisée. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, en gros, on était 50-50 d'étudiants garçons et d'étudiantes filles. Et en gynécologie, ça s'est beaucoup féminisé. Mais dans toutes les spécialités médicales, hein, j'ai un petit peu envie de dire. Il y a des spécialités qui restent quand même un peu plus masculines. L'orthopédie, tu vois. Bon, l'orthopédie, ça reste... Plus masculin? Ouais, un peu masculin, mais il y a beaucoup de femmes qui font de l'orthopédie, mais c'est masculin. En gynécologie, c'est très féminin. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent pas avoir de gynéco homme? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive et te le disent, et quand elles voient que tu es un homme, si elles le savaient pas avant, en voyant ton prénom, Olivier, s'il y a marqué docteur, tu t'appelles Marpeau, si c'était juste docteur Marpeau, est-ce que ça pose c'est déjà arrivé? Maintenant, ils ont plus trop de doutes. Ouais. En général, elles connaissent ma tête avant d'arriver en consultation. Non, mais sur Doctolib, j'imagine qu'il y en a à voir. Ouais, aujourd'hui, dans le privé, tu vois, les gens te choisissent. Donc, oui, c'est un choix de venir. Ouais. Elles savent. Elles regardent les avis sur Google, tu regardes le profil Doctolib, tu vois la tête, le parcours, tu as plein d'infos maintenant. Donc dans le privé, c'est particulier parce qu'elles me choisissent, donc il n'y a pas de surprise. En revanche, avant, quand je travaillais à l'hôpital public et que j'étais aux urgences et que j'étais le gynécologue des urgences, quand les patientes arrivaient aux urgences, elles tombaient sur moi. Elles n'avaient pas le choix, c'était pas choisi du tout. Franchement, je l'ai vécu très rarement, un peu quand j'étais à Paris, dans certaines urgences de maris ou de conjoints qui arrivaient. C'est jamais les femmes qui posent problème dans ces moments-là. C'est toujours. C'est le mari qui est avec. Toujours. Il y en a qui refusent. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des couples qui arrivent en salle d'attente. Ah, c'est qui le gynéco? C'est un homme, il n'y a pas de femme. Bah non, il n'y a pas de femme, c'est moi. Bon, bah, on s'en va. Bon, bah, on s'en va. Voilà. En général, ça n'a pas... C'est quand même assez rare. Ça va pas beaucoup plus loin. Et effectivement, c'est très rare. Mais les femmes seules, jamais. Jamais. Après, c'est sûr qu'en consultation, c'est aussi une question d'âge. Les jeunes filles, très souvent, pour leur premier rendez-vous, en consultation de suivi gynécologique, elles sont plus à l'aise ou spontanément, elles vont plus choisir une femme. Parce que c'est un métier qui peut faire, comme ça touche à une zone très, très intime, ça peut faire peur pour le premier rendez-vous, même pas les premiers rendez-vous d'ailleurs, ça peut stresser une femme de revenir chez le gynéco. Ouais, moi je trouve que c'est une réaction tout à fait naturelle pour une femme de spontanément dire je vais plutôt aller voir une gynécologue femme, je me sentirai plus à l'aise, je vais me déshabiller. Elle va m'examiner, elle va me poser des questions sur ma vie intime, sur ma vie sexuelle. Je serai plus à l'aise avec une femme et je comprends très très bien. Mais après, il y a beaucoup de femmes qui sont plus à l'aise avec un gynécologue homme. Moi, à chaque fois, je poste que je parle de ce genre de sujet sur les réseaux sociaux. C'est très partagé. C'est très partagé et la majorité des femmes, ça les dérange pas du tout. Quand tu dis que tu poses des questions, on va y revenir après, mais tu poses des questions sur la vie sexuelle, tu as besoin de connaître, pour des raisons médicales, des infos, savoir si tu vois une infection, s'il y a des tests, s'il y a du papillomavirus, peut-être, on va en parler.
C'est important de ne pas mentir au gynécologue si vous y allez, j'imagine, quand tu poses des questions. Ouais. Est-ce que t'en as parfois qui tu sens qui te mentent un peu? Alors, les jeunes, quand elles sont accompagnées par leur mère, t'es sûr que là, ça va être plus compliqué pour elles de raconter. Moi, je fais très attention à ça. Tu demandes Parce pas que- à la mère de sortir ou... Bah, avec les mineurs, c'est difficile. La maman qui amène sa fille, la maman c'est souvent une de mes patientes d'ailleurs, qui m'amène sa fille de 17 ans, qui a déjà eu des rapports, ou qui va bientôt en avoir, et qui me l'amène pour qu'on discute un petit peu de tout ça. C'est toujours délicat parce que à la fois elle est mineure, donc c'est vrai que si la maman vient dans le cabinet, bah, c'est plus sécure pour la petite jeune qui va se sentir plus à l'aise, et puis pour moi, parce que c'est bien d'avoir un témoin pour qu'il y ait d'histoire. Et que Mais ça tu se fais passe, très attention à ça. Ouais, je fais très attention. Ouais. Mais d'un autre côté, je me dis, la jeune, bah, elle va moins me répondre franchement s'il y a sa maman qui est à côté. Donc maintenant, je fais toujours pareil. Quand la maman veut venir avec sa fille en consultation, je demande à la fille si ça la dérange ou pas, parce que c'est elle qui décide, c'est pas moi et c'est pas sa mère, je considère. Et je préviens toujours, je dis, je vais poser des questions très indiscrètes, très cash. Il faut pas me mentir pour... C'est important que j'ai les bonnes réponses. Donc si maman est là, est-ce que vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Et là, très souvent, c'est les mamans qui se retirent. Ah, c'est vrai qu'ils disent, Ouais. je reviens après les questions. Très souvent, ils disent, ok, je comprends, voilà, je suis à côté. Et puis, Et t'as pas envie d'entendre ça en tant que parent ouais, ça dépend. Il y a quelques mamans ou papas d'ailleurs qui sont très, qui veulent tout savoir, mais dans la majorité des cas, ça se fait de manière très, très diplomatique. Et éventuellement, je les fais revenir en fin de consultation pour discuter, pour faire un petit débrief tranquille avec la fille si elle est ok. Donc, les jeunes filles peuvent avoir un petit peu plus de mal à raconter. C'est vraiment une question d'âge, moi, je trouve. Les femmes de 45, 50, 65 ans, elles s'en foutent. Elles s'en foutent et elles racontent leur vie de manière très désinhibée, libre. plus désinhibée, Ouais, voilà, désinhibée, parfois un peu trop. Ah, t'en as qui te... Mais c'est voilà, oui, parfois ça sort un peu du cadre, mais c'est un peu médical, mais il y a beaucoup plus de réticence à parler de ces choses-là chez les jeunes. Après, c'est de l'humain, c'est pas parfait, donc Ouais. ça peut... Mais c'est assez paradoxal parce que tu vois, nos jeunes, ils sont inondés de filles, on a l'impression qu'ils ont un rapport au corps beaucoup plus simple que nous à l'époque, tu vois, mais en fait pas du tout. En fait, pas du tout. Ils sont toujours aussi timides, toujours aussi plein de questions, toujours aussi pudiques, et c'est des choses qu'il faut aborder tranquillement, ouais, sans les heurter. Tu disais qu'en tant que gynécologue, un des moments les plus difficiles, c'est quand tu avais une maman, une patiente enceinte qui venait te voir et qui sentait plus bouger son bébé. Ça, c'est les choses les plus terrible. difficiles. L'annonce, tu vois, on a une image de la grossesse un peu idyllique, un peu bisounours. Les femmes, moi, ça me frappait toujours quand elles arrivaient pour leur suivi de grossesse. Tout était beau. Bon, là, il y a des choses qui peuvent les gêner dans leur corps parfois, bien sûr, mais elles s'attendaient à des trucs forcément extraordinaires du début à la fin, avec une image trop poétique, trop idyllique de la grossesse et de l'accouchement. Et quand t'es le professionnel de l'autre côté et que tu sais ce qui peut se passer, alors tu peux pas passer tes consultations à raconter des horreurs en disant je vous préviens, il peut se passer ci, plus personne ferait d'enfant, tu vois. Bien sûr. Mais il y a des moments difficiles pour la femme et difficiles aussi pour le pro de santé qui va annoncer. Alors l'annonce difficile, ça peut être en début de grossesse, tu vois, l'annonce d'une grossesse qui s'arrête tôt. Parfois, on est là, on parle de fausses couches. C'est bon, tout le monde fait des fausses couches. Ça fait partie de la vie, c'est pas grave. Ça veut dire que vous pouvez être enceinte et que vous n'êtes pas stérile. Allez, next, tu vois. Mais en fait, non. En fait, une grossesse qui commence, c'est une joie incroyable. Tu te projettes tout de suite, tu vois. Mais nous aussi, d'ailleurs, les futurs papas, tu vois, on se projette tout de suite. Tu as à peine le test de grossesse que tu commences déjà à réfléchir sur le prénom. Ouais, exactement. C'est bon. Comment je vais l'appeler. Et que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième. Et c'est normal. Mais du coup, quand 15 jours après, alors que tout va bien, tu vas chez le gynéco, tu fais l'écho et qu'il n'y a plus d'activité cardiaque, c'est le grand coup. Et ça, c'est... À 3 mois de grossesse, déjà, c'est un choc énorme. Mais alors, en fin de grossesse... ça arrive souvent, ça? Souvent, non. On appelle ça des morts fétales in utero. Ça n'arrive pas souvent, mais ça existe. Parfois, ça arrive dans un cadre un peu de pathologie connue, tu vois. Il y a des femmes, on sait que le placenta fonctionne pas très bien, que le bébé a ce qu'on appelle un retard de croissance, qu'il n'a pas bien grossi sur les échographies, qu'on a fait une surveillance, qu'on suspecte une pathologie chez le bébé, qu'on se demande s'il n'y a pas une petite malformation. Tu vois, il y a un problème, on sent qu'il y a un truc. Donc, on accentue la surveillance, mais parfois, ça arrive on sait pas pourquoi. dans le cadre d'une grossesse complètement normale. Wow. Aucun Aucun signal avant?
Et donc la patiente, elle arrive, ça fait partie des signes d'alerte au 3e trimestre. On informe bien les femmes pendant leur préparation à l'accouchement et pendant les consultations que s'il y a une diminution des mouvements actifs, il faut essayer de stimuler un petit peu le bébé. Et puis si vraiment ça ne réagit pas, c'est mieux de venir aux urgences de la maternité pour qu'on check à l'échographie et qu'on enregistre le cœur du bébé. Et parfois, le bébé, il est mort dans l'utérus de sa maman. Et moi, c'est mes pires souvenirs, ça fait partie de mes pires souvenirs en tant qu'obstétricien. Ouais, mes pires moments, tu vois, les accouchements difficiles de jumeaux, la césarienne en urgence. Bon, ça fait partie vraiment de la vie d'un obstétricien et de la salle de travail. En revanche, poser la sonde d'échographie et se rendre compte que le cœur du bébé s'est arrêté, croiser le regard de la femme et de son mari ou de sa femme qui est là aussi, c'est abominable. C'est abominable, évidemment, d'abord pour la femme, mais de dire, et puis il y a un choc qui est terrible, quel mot je vais employer, qu'est-ce que je vais lui dire, on n'est pas formé à ça, tu vois. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que vous êtes formé? Pas du tout. T'apprends sur le terrain, ça. À comment dire? Ouais, t'apprends sur le terrain, ça arrive pas souvent. Donc quand t'es étudiant en médecine, tu le vois de l'extérieur, t'es pas responsable, tu regardes, tu dis, ah putain, c'est chaud. Puis après, voilà. Okay. Mais quand tu deviens responsable quand c'est toi, en face des gens. Quand t'es chef, quand c'est toi qui poses le diagnostic et qui doit annoncer, c'est terrible. Donc il y a toujours une phase de sidération pour la patiente et la personne qui l'accompagne. Ils veulent pas y croire au début, ils veulent pas entendre. Tu vois, donc tu essaies d'employer des termes médicaux. Ah, le cœur ne bat plus. Ou oui, effectivement, il bouge plus. Je vois plus d'activité cardiaque. Tu mets le son. Tu sais, on met le son souvent pour entendre le cœur. Oui, t'entends le petit cœur qui bat vite d'ailleurs. Tu vois. Donc c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et puis, il y a le moment où il y a de l'annonce et puis après, il y a la suite. Parce qu'il faut s'en occuper. Il faut gérer l'accouchement. En fonction des mois, c'est différent, j'imagine. Ouais, quand t'es à terme, c'est un accouchement, tu vois. Donc il faut déclencher la patiente, elle a une péridurale. Elle accouche d'un enfant qui est mort. Maintenant, on peut les inscrire sur le livret de famille. Souvent, elle donne un prénom. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est obligatoire de donner un prénom pour avoir une... Non, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est possible. Et puis, c'est une grossesse qui a été vécue, tu vois. Et c'est un accouchement qui est vécu dans la tête, mais puis dans le corps, tu vois. Donc, il y a plein de choses mêlées qui arrivent dans la tête des parents à ce moment-là. S'il y a d'autres enfants, comment l'annoncer aux autres enfants? On a préparé la chambre. Tu vois, c'est des... Il y a plein d'autres questions. Ouais. Et là. Après, c'est dur. D'un côté, c'est enrichissant parce que on doit être là pour les accompagner. Et là encore, on va créer des liens avec ces gens-là. Qui sont très très forts. Il y en a certains qui vont réagir, il y a certains couples, je me souviens très bien, qui voulaient plus me voir parce que j'étais un peu pas le responsable, mais le visage de leur grossesse. L'image du truc, quoi. Voilà. Donc ils voulaient plus me voir, ils voulaient passer à autre chose, il n'était pas question qu'ils revoient ma tronche. Et d'autres, au contraire, que ça a marqué, mais qui voulaient que ce soit moi qui m'occupe d'eux pour la prochaine grossesse parce que ils étaient sentis en confiance, ça avait créé quelque chose entre nous, et ils se sentaient proches et ils voulaient pas lâcher ça. Donc c'est hyper fort. Tu disais que tu avais un papa un jour qui a détruit le matériel, qui était devenu, qui était sorti complètement de ses gonds. Ouais, c'est une patiente que j'avais suivie pour plusieurs grossesses, qui s'était bien passée auparavant. Et là, tu connaissais en plus, ouais. Ouais, je l'ai suivie plusieurs fois. Ouais. Et là, en fin de grossesse, le bébé est mort, c'est moi qui l'aurais annoncé, et le papa a pété les plombs. Ouais. Il a pété les plombs. J'ai cru que j'allais m'en prendre une. Ah, envers toi, tu veux dire? Envers le monde, envers l'univers, tu vois, il avait la rage contre tout. Sauf que c'était moi qui étais en face de lui à ce moment-là et qui lui expliquait que le bébé était mort et qu'il allait falloir le faire accoucher sa femme. Et lui, c'était inconcevable. C'était inconcevable. Donc, il a eu une réaction un petit peu violente et c'est le placard à côté de moi qui a pris et pas moi, mais c'était pas loin. Il paraît que la mortalité infantile à la naissance a augmenté depuis plusieurs années en France. Ouais. Ça, c'est vrai? C'est vrai qu'on n'est pas très bon, qu'on a reculé dans le classement européen et mondial. On vante toujours le système de santé français. Sur le domaine de la santé des femmes, du suivi de l'accouchement et de la naissance et de la mortalité infantile, on n'est pas très bon. À cause de quoi? Enfin, pourquoi?
Il y a plusieurs explications. L'explication numéro 1, c'est un peu des conditions socio-économiques. Il y a pas mal de gens qui vivent dans des conditions difficiles. À partir du moment où tu n'as pas beaucoup d'argent, où tu vis dans des conditions t'as des conditions de vie difficiles, bah, tu as plus de maladies, il y a plus de risques pour la maman, il y a plus de risques pour le bébé. Comme on est un pays qui, globalement, s'appauvrit, bah, ça retentit aussi sur la santé. Tu le vois, ça, ouais. Ouais, on le voit, ouais. On le voit aussi, on le voit, ça. Après, moi, je travaille dans une structure, je travaille dans des structures privées, privilégiées, dans des régions privilégiées. Là, je suis dans le sud de la France, donc on est... À Aix-en-Provence, tu es, toi, à Aix, ça. donc c'est sûr qu'on est un petit peu moins confronté à ce genre de soucis, mais quand je travaille à Paris, dans les maternités publiques, j'ai vu tout ça. Il y a aussi l'organisation de notre système de soins, c'est-à-dire que on doit concentrer les moyens. On a moins de moyens aujourd'hui, donc c'est important de concentrer les moyens pour qu'il y ait sur place, tu parlais d'accouchement à domicile tout à l'heure, le fait d'avoir dans la même structure sage-femme, obstétricien, anesthésiste, pédiatre, un petit service de néonat pour accueillir les nouveau-nés qui naissent un petit peu tôt, qui ont des soucis, bah c'est vrai que quand tout est sur place, ça se passe mieux, et dès qu'on peut éviter les transferts des mamans ou des bébés, c'est toujours mieux. Je voudrais qu'on parle d'infertilité, si tu veux. Ouais. C'est un sujet. Moi, je le vois autour de moi, sur pas mal de couples d'amis. On a regardé les chiffres. On a de plus en plus de mal à avoir des enfants en France. C'est vrai. Alors, les chiffres, on estime qu'environ 1 couple sur 4 est confronté à des problèmes d'infertilité cette année en France. Voilà, c'est à peu près les chiffres. Qu'est-ce que c'est que l'infertilité concrètement? Quelles sont les causes que tu vois le plus souvent? Alors, la définition de l'infertilité, c'est j'arrive pas à faire un bébé, on n'arrive pas à faire un bébé naturellement, et on dit, nous, 1 an. C'est après 1 an d'essai infructueux. Il faut savoir que on est une espèce, on n'est pas une espèce qui se reproduit facilement. Hein, on n'est pas des lapins. On aimerait parfois, mais on n'est pas des lapins. Et on a un taux de reproductivité qui est pas bon. Dans un couple qui n'a pas de soucis particuliers, les chances, grosso modo, d'obtenir une grossesse, c'est 20-25% par cycle. Tu vois ? En gros, la moitié des grossesses qui commencent, c'est après 6 mois d'essai. Et on est une société un petit peu impatiente, c'est-à-dire qu'on veut pas d'enfants, puis le jour où on en veut un, tac, il faut que ça marche dans les 15 jours, et puis tu as toujours une copine ou une cousine qui va dire « je comprends pas, moi j'ai raté la pilule, j'ai jamais eu mes règles, je suis tombée enceinte tout de suite, et comment ça se fait, t'as un problème, va vite consulter ». Donc on se fait peur, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'infertilité, donc maintenant c'est 1 an, et on fait attention, les femmes par exemple qui ont plus de 35 ans ou qui ont une maladie qui peut affecter la fertilité, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, l'adénomiose. On dit au bout de 6 mois, si ça marche pas, il faut faire un bilan, il faut consulter. 6 mois? Ouais, c'est 6 mois. C'est pas long, 6 mois, ça va Mais vite. Hein. voilà, avant 35 ans, si on n'a pas de problème particulier, on peut se laisser 1 an. Et ça, c'est un message important à faire passer parce qu'il y a encore une fois cette impatience qu'on sent dans nos cabinets. L'autre message important, et c'est la principale cause de l'infertilité, c'est qu'on fait des bébés de plus en plus tard. Ouais. Tu vois, avant, donc l'âge recule pour les femmes, mais aussi pour les futurs papas. Et l'horloge biologique, c'est pas que pour les femmes. Nous aussi, la qualité du sperme, elle diminue à partir de 40 ans. Et pour les femmes, la qualité de l'ovulation, elle diminue franchement à partir de 35 ans. Alors c'est vrai que quand on dit ça, moi on me dit toujours « Ah, ça va, t'as pas vu, il y a Machine qui a eu un bébé à 40 ans, on peut avoir des enfants jusqu'à n'importe quel âge et tout. » C'est de plus en plus risqué, non? Il y a plus de risques, mais le risque principal, c'est que ça marche pas. Donc ça, c'est le message le plus important. Le fait de reculer l'âge de la première grossesse, bah, ça diminue la fertilité. C'est quelque chose de physiologique pour la femme, mais aussi pour l'homme, parce que le sperme est de moins bonne qualité. Donc ça, il faut le rappeler. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais nous, notre boulot, c'est quand même de donner les bonnes infos. Question sur Internet, quand on tape infertilité, c'est comment savoir si je suis stérile? C'est une question qui inquiète. Moi, je me le suis posé, tant que je ne suis pas devenu papa, je me suis posé la question aussi. Je savais que je voulais avoir des enfants, une famille, etc. Mais on s'est tous posé la question à un moment donné. Moi, et si j'étais stérile? Il ne se passe pas un jour en consultation sans qu'une patiente me dise, jeune en général, mais je suis sûr que je suis stérile. Comment on peut savoir, alors voilà, on ne peut pas savoir. Ça, c'est vite répondu. C'est clair. Si, on peut savoir, en essayant. Oui. C'est la seule manière de savoir. On n'a aucun examen, aucune prise de sang. Pas de prise de sang, déjà. Aucune échographie, aucun test qui permette de dire à une femme ou à un homme, c'est sûr, ça va marcher, ou à l'inverse, c'est sûr, ça va pas marcher. Et ça, c'est vraiment un truc que je martèle en consulte, mais aussi sur les réseaux, parce que on parle souvent de bilan de fertilité. Il y a notre président de la République qui en a parlé.
choc démographique, réarmement démographique, fête des mômes. Là, les jeunes, ils vont recevoir à 29 ans des lettres pour les informer sur la fertilité, les facteurs de risque. Est-ce que vraiment ça va aider? Est-ce que vraiment... Aujourd'hui, il y a un truc qu'on veut pas écouter, c'est que les gens veulent plus faire d'enfants. Et alors, pas tout le monde, bien sûr. Tu vois ça? Mais moi, l'opération que je fais le plus, c'est les ligatures des trompes. Ah oui? Bien sûr. Ligaturer les trompes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la contraception définitive. Là, tu ne peux plus avoir jamais d'enfant. Je te stérilise. Donc, pour la femme, c'est la ligature des trompes, et pour l'homme, parce que ça existe aussi chez l'homme, c'est la vasectomie. Ça, c'est les chirurgiens urologues qui font ça. Ils coupent des petits canaux déférents qui amènent les spermatozoïdes dans le liquide séminal. Il paraît que c'est quand même rattrapable avec une opération un peu plus compliquée. Alors, quand tu dis « il paraît », déjà, ça part mal, tu vois. Oui. Donc, effectivement, l'opération... J'ai vu sur Internet. J'ai vu sur Twitter, c'est que c'est vrai, il n'y a pas de désinformation sur Twitter. Il n'y a pas de vidéo avec de l'IA, il n'y a pas tout ça. Tout est vrai. C'est non, ironique. Mais elles existent, ces interventions, pour réparer ce qui a été coupé, mais ça ne fonctionne pas toujours bien. Loin de fonctionner à 100%. Donc, vraiment, le message important de la part des urologues et des gynécologues, c'est de dire attention. La vasectomie, c'est super, la ligature des trompes, c'est super, à condition que vous soyez sûr à 100% de ne pas vouloir faire d'enfants. Qui te demande une ligature des trompes? C'est par exemple des dames qui ont eu assez d'enfants ou qui n'en veulent pas du tout? La loi dit que c'est possible à partir de 18 ans. N'importe quel homme, n'importe quelle femme peut demander une ligature des trompes ou une vasectomie à partir de 18 ans et 4 mois de délai de réflexion. Ah, il y a 4 mois de... Ouais, 4 mois. Après, tu veux dire après un premier rendez-vous avec toi? Premier rendez-vous, tu prends un madame, rendez-vous dans 4 je mois. vous explique, voilà comment ça va se passer, la technique, si dans 4 mois, signez le papier, vous avez bien compris, et si dans 4 mois, on fait signer un consentement, ça s'appelle, et si dans 4 mois, vous maintenez votre demande, je vous opère. Ok. Donc, c'est ça les limites, c'est l'âge légal, 18 ans, et 4 mois. Donc, moi, je le fais à des femmes de 20, 25 ans qui savent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants, et je le fais aussi à des femmes de 40, 45 ans qui en ont déjà 4 et qui n'en veulent plus. Donc, tous les cas sont présents, mais moi, ce qui me frappe, c'est que globalement, le nombre de ligatures de trompe en France, il est stable. Le nombre de vasectomies, il explose, parce qu'enfin, les hommes, ils ont compris qu'ils avaient un petit rôle à jouer dans la contraception, et c'est très bien. Mais j'ai de plus en plus de jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants, tu veux dire, oui. Et qui n'en veulent pas, pour des raisons diverses et variées. Je leur demande parfois un petit peu pourquoi, même si ça me regarde pas trop, tu vois. Soit parce que se sont jamais imaginées mères ou enceintes, ça peut les terroriser, tu vois. Il y a des femmes qui me disent, mais moi, je serais incapable de m'occuper d'un enfant, plutôt mourir que de sentir un bébé qui grandit dans moi. C'est un discours qu'on entend. Il y a le monde dans lequel on vit, tu vois. Moi, j'en ai fait plein des enfants, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont vivre dans eux et la génération d'après, tu vois. J'ai vu un débat l'autre jour, je sais plus sur quoi, sur quel réseau, et il y avait un gars qui disait, oui, mais regardez, en 39-45, il y a eu plein d'enfants, juste après les gars, il y a eu plein d'enfants, pourtant le monde était quand même pas beaucoup mieux avant. C'est-à-dire que le monde nous a toujours paru sombre, l'avenir nous a toujours fait peur. Ouais, mais là, on arrive un peu plus à se projeter. Sauf nos grands-parents qui ont vécu la best life quand même, à partir de 1945, il n'y avait pas de chômage, on a acheté une maison pour 3 sneakers. Il y a toujours eu des périodes comme ça, il y a toujours eu des périodes difficiles. Aujourd'hui, on se soigne mieux, on a à manger, il n'y a plus de famine, oui, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de serfs qui travaillent pour des seigneurs, c'est vrai, mais... Il n'y a plus d'impôts, la gabelle. Il n'y a plus ouais, donc... Il n'y a plus d'impôts du Moyen-Âge. Et la moyenne voilà, on vit au-delà de 40 ans, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui vont mieux, mais globalement, moi, je suis pas très optimiste pour les générations à venir, que ce soit sur le plan du climat, que ce soit sur le plan des conflits qu'on voit un peu, de l'opposition entre les gens. Je trouve que c'est pas très marrant quand même. On se marre, tu vois, moi je me marre dans la vie, et tant mieux, mais j'ai peur que mes enfants et mes petits-enfants se marrent un petit peu moins. Donc ils ont cette crainte, et puis il y a la thune, hein. Il y a la thune, tout simplement. Un enfant, ça coûte cher longtemps. Je pense que les tiens, ils sont un peu plus jeunes que les miens. Mais moi, mes enfants de 22, 19, 16, voilà quoi, faut leur donner un peu. Donc, tout ça, c'est des préoccupations. Et puis, il y a aussi des femmes qui disent, moi, ma priorité, c'est ma carrière professionnelle, c'est ma vie de couple, parce que souvent, elles sont en couple. Et voilà, c'est leur choix. Est-ce que tu as une femme à qui tu as ligaturé des trompes qui a regretté après ? Non, j'ai jamais eu ce cas-là. Je sais que ça existe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une ligature de trompe, on retire les trompes. Donc vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Pourquoi on retire les trompes ? Parce qu'on est sûr de l'efficacité contraceptive, parce qu'il n'y a pas de risque de grossesse extra-utérine, c'est que l'embryon se mette dans une trompe, c'est très embêtant ça. Et puis ça diminue un petit peu le risque de cancer des ovaires. Le cancer des ovaires, c'est une saloperie.
On ne sait pas bien le dépister, le diagnostiquer. C'est une maladie qui est très agressive et le pronostic est vraiment pas bon. Donc c'est vrai que le fait de retirer les trompes diminue un peu le risque de cancer des ovaires. Donc pour toutes ces raisons, on retire les trompes. Donc quand une femme n'a plus de trompes, elle a toujours son utérus, elle a toujours ses ovaires. S'il y a un regret, si la vie change, si elle décide de refaire un enfant, bah, ça passe forcément par une fécondation in vitro. Et la difficulté qu'on a en France, on dit qu'il y a de plus en plus d'infertilité, c'est vrai, à cause de maladies féminines, à cause de maladies masculines, à cause des perturbateurs endocriniens, de ce qu'on mange, de ce qu'on bouffe, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire, bon, bref. C'est un peu difficile, la qualité du sperme, elle diminue. Donc, il y a de plus en plus de demandes de couples infertiles ou de femmes seules ou de femmes en couple qui vont dans les centres de procréation médicalement assistée. Donc, si tu veux, si on fait une ligature de trompe et que derrière, on va frapper à la porte d'un centre de procréation médicalement assistée, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu compliqué, il y a de l'attente. Hein. Quel est le meilleur moment pour faire l'amour en couple, dans le cycle féminin, pour être sûr de tomber enceinte, enfin, avoir le plus de chance? On est sûr de rien, t'as compris. Avoir le plus de chance. Donc, plus de chance, c'est... alors déjà, le cycle de la femme, il est très variable d'une femme à l'autre. Et pour une femme donnée, il va varier tout au long de sa vie. C'est environ 28 jours, non, c'est ça? Alors, le cycle, c'est 28. Un cycle classique, la moyenne, mais c'est vraiment une moyenne. Si tu demandes aux femmes de ton entourage, tu vas te rendre compte que la majorité des femmes vont dire « bah moi mon cycle c'est plutôt 23 ouais. »,« ah bah moi mon cycle c'est plutôt 30 »,« ah bah moi mon cycle un coup c'est 25 et un coup c'est 29 ». Donc finalement les femmes qui ont des cycles réguliers de 28 jours, c'est vraiment une minorité. Hein. Donc dans la majorité des cas, c'est assez variable. Il y a plusieurs phases dans un cycle. Ça commence le premier jour des règles. Tu as les règles qui durent 4-5 jours en moyenne. En tout cas, ça ne doit pas dépasser 6-7 jours. Ça, c'est pas normal. Vers le 14e jour, tu as l'ovulation, mais parfois elle est un petit peu avant, notamment chez les femmes qui ont des cycles plutôt courts, ou parfois elle est un petit peu après chez les femmes qui ont des cycles plutôt longs. Donc il faut se connaître. C'est vachement important de se connaître et de connaître un petit peu son cycle pour une femme, moi je trouve, pour savoir quelle est la bonne fenêtre de tir, si j'ose dire. La fenêtre de fertilité. Et la fenêtre de fertilité, c'est pas J14, c'est souvent c'est déterminer quand a lieu l'ovulation. Il y a des tests d'ovulation en pharmacie que tu peux trouver, comme des tests de grossesse, pour avoir une meilleure idée. Mais c'est surtout les jours d'avant qu'il faut viser. Et avant, on disait, ça c'est une étude qui est récente, j'ai vu il y a 2 jours. Avant, on disait qu'il fallait pas avoir des rapports trop fréquents le temps de recharger les batteries, tu vois. On dit ça classiquement. Et en fait, c'est pas vrai. Parce que plus t'attends entre 2 rapports, entre 2 éjaculations, et plus les spermatozoïdes que tu vas avoir en stock, ils vont un petit peu s'abîmer. Ils vont être moins vigoureux que le spermatozoïde fabriqué depuis pas très longtemps. Donc, idéalement, on va dire, avant on disait 4-5 jours, c'est bien d'attendre entre 2 rapports, 48 heures max. J'ai regardé les rumeurs pour tomber enceinte, il y en avait une qui était... Tu dois souvent les entendre. Il y en a plein. Mais il paraîtrait qu'il faut garder les jambes en l'air et la tête vers le bas, une sorte de poirier pour la femme. Est-ce qu'on t'a déjà posé la question ? Ouais, c'est la première qui est sur Internet en rumeur pour tomber enceinte. Est-ce que ça c'est complètement loufoque ou est-ce qu'il y a parfois un peu de réussite ? Non, c'est complètement loufoque. C'est complètement loufoque. La nature est bien faite et nos spermatozoïdes, ils sont bien faits. Quand ils sont en forme, ils sont mobiles et ils vont pouvoir avancer vers l'ovule pour le féconder. À la limite, c'est même contre-productif de faire le poirier parce que tu peux te dire que les spermatozoïdes qui sont pas très en forme, ça va leur permettre un peu d'accéder. Il vaut mieux qu'ils accèdent pas, tu vois. Mais c'est la sélection naturelle. Donc non. Alors, si vous voulez vous marrer, faites le poirier. Mais sinon, ça a vraiment aucun intérêt. Est-ce qu'il y a des aliments qui améliorent la fertilité chez les hommes et chez les femmes ? Est-ce que parfois tu as des gens qui te demandent quel aliment manger et tu as des réponses ? Alors, tu as des régimes qui sont... Il y a des régimes aussi qui ont été soi-disant, qui te permettent soi-disant d'avoir un garçon. Non, mais c'est pour ça que je te demande des choses vraies. Ou d'avoir une fille. Si on veut améliorer sa fertilité, c'est un peu bateau, mais c'est une bonne hygiène de vie. Si tu fumes pas, si tu picoles pas, quand j'ai fumé tabac et cannabis, si tu fais un peu de sport, que tu fais attention à toi, il y a plus de chances que ça fonctionne que si tu fais n'importe quoi et si tu t'exposes à des toxiques. Après, dans l'alimentation variée, c'est sûr, on parle du zinc, on parle des oméga 3. C'est pas mal de manger pas mal de poissons parce que c'est riche en oméga 3, en acides gras insaturés. Le problème, c'est que le poisson, si tu manges du poisson pour avoir des acides gras et des oméga 3 qui vont bien, si ton poisson il est plombé et pollué par du plomb, c'est pas génial, tu vois. Donc ce qui compte, c'est varier, sport, bonne santé, et vous majorez vos chances d'y arriver. On a reçu quand même pas mal d'experts ici et on nous a dit qu'il fallait manger des lentilles. Finalement, on s'est rendu compte qu'une lentille du Canada, il y avait des produits qui étaient extrêmement dangereux. On s'arrête jamais. Donc c'est compliqué de savoir réellement ce qu'on... Maintenant, il y a du cadmium. Le cadmium, on en parle beaucoup.
Moi, je pense qu'on devient métaux fou. lourds. On devient fou avec ces trucs-là. On devient fou avec ces trucs-là et on se complique la vie. Et finalement, on n'arrive pas à franchement améliorer les choses. Les erreurs à ne pas faire, on les connaît, quoi. Je trouve ça très paradoxal, si tu veux, de parler de compléments alimentaires, de manger ci, de manger ça, et à côté, de pas faire attention aux facteurs de risque qui sont les facteurs les plus évidents, comme le tabac, l'alcool ou les trucs comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention, mais vivre un peu quand même. Tu disais tout à l'heure que les gens, et les plus jeunes d'entre nous, voulaient faire moins d'enfants. Selon une étude, donc, l'année dernière aussi, 13% des femmes de moins de 30 ans en France, donc c'est métropolitaine, disent ne pas vouloir d'enfants. Ouais. Donc c'est en nette augmentation. Ouais, c'est les child free. Elles s'appellent comme ça, on les appelle comme ça, les child free. Donc, les enfants libres. Non, libre d'enfants, tu vois. Je veux être libre d'enfants. Child free. Je veux être libre sans enfants. Ouais, c'est un vrai mouvement. C'est un vrai mouvement. Et moi, au début, j'avais un peu le réflexe, comme tout le monde, de me dire quand même, si vous changez. Dans ma tête, je leur disais pas, mais si vous changez de vie, si tu rencontres l'amour d'un coup. Si tu rencontres l'amour, voilà. Mais en fait, non. Elles ne veulent pas d'enfants. Elles ne veulent pas d'enfants et elles ne veulent plus avoir le choix après. Elles ne veulent plus se prendre la tête avec ça et se concentrer sur d'autres objectifs de vie. Donc au début, c'est un peu surprenant. Mais moi, à force d'en voir, parce qu'encore une fois, j'en vois beaucoup, et quand tu discutes, le discours, il est clair, quoi. Il n'y a pas de doute pour elle. Une petite question, une dernière question là-dessus, sur la contraception, puis on va parler d'anecdotes. Ouais. On va aborder le sujet des femmes fontaines aussi. C'est une question très posée. Si tu veux bien, je te poserai juste 2-3 questions. Une question posée par des hommes ou par des femmes? C'est sur Internet, j'ai tapé gynécologue, questions posées, et c'est quel est le liquide, machin. Je te poserai des questions si tu veux bien y répondre, parce que c'est des sujets... En fait, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut voir les questions les plus posées. Ouais. On les met dans l'émission quand on a des spécialistes comme toi pour voir, on a toutes les réponses dans la même émission. La méthode de contraception, il y en a plein. Il y a la pilule, l'implant, le stérilet. Elles sont très féminines. Hein. Elles sont très féminines. Il y avait des préservatifs, donc il y avait des espèces de préservatifs féminins qui avaient existé même depuis un temps. Ça existe. Ouais, pareil, c'était pas génial. Préservatif interne ou préservatif féminin. On utilise plus le terme de préservatif interne. En opposant ça au préservatif externe qu'on se met nous. Quelle est la meilleure solution ? Il n'y a pas de contraception idéale. Miracle. Non, et ça n'existe pas. Et on est incapable de dire à une femme, c'est cette contraception-là qui va être bien pour vous, ou un homme d'ailleurs, et ce sera la bonne contraception pour toute la vie. Ça n'existe pas. Si la contraception parfaite existait, moi c'est toujours ce que je dis à mes patientes, on la donnerait à tout le monde, à moins d'être complètement débile, tu vois. Donc il y a la pilule, bien sûr, c'est le grand classique, qui est en net recul. Hein. Les femmes maintenant ne veulent plus prendre d'hormones. Il y a vraiment un gros bashing avec les hormones. On l'a trop mis en avant, la pilule. Et du coup, les femmes ont l'impression, ou pas que l'impression d'ailleurs, ça leur a été imposé, la pilule. Et aujourd'hui, elles ont envie d'avoir un choix un petit peu plus éclairé et plus libre. Donc il y a le dispositif intra-utérin, les stérilés. C'est devenu le premier moyen de contraception féminin utilisé en France, notamment chez les jeunes. Hein. Avant, on disait pas de stérilet, pas d'enfants, pas de stérilet. Et en fait, on peut tout à fait poser un stérilet aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Ça fait un petit peu plus mal, la pose. Et après, elles peuvent avoir des règles un peu plus abondantes et douloureuses, surtout avec le stérilet au cuivre. Mais c'est vrai que c'est devenu un moyen de contraception beaucoup plus utilisé. L'implant contraceptif, c'est un petit bâton de la taille d'une allumette que tu glisses sous la peau sous anesthésie locale et que tu retires aussi au bout de 3 ans sous anesthésie locale. C'est un bon moyen de contraception, très fiable, qui souvent arrête les règles. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal d'effets indésirables en termes de prise de poids, de saignement, bref. Et puis les préservatifs, internes, externes, c'est pas le meilleur moyen de contraception. Il y a des accidents de préservatifs. Et le déni de grossesse, on entend souvent ce terme-là, femme qui ne sait pas qu'elle est enceinte, ça peut aller jusqu'à combien de mois? Apparemment, le ventre ne bouge pas, il reste plat, et parfois, quand les femmes la prennent en 15 minutes, il paraît que ça peut vraiment... La clinique dans laquelle je bosse, là, il y a 15 jours, on n'a pas de maternité, nous, dans la clinique dans laquelle je travaille, mais il y a des urgences ouvertes 24/24, il y a une femme de 35 ans qui s'est pointée aux urgences pour des douleurs lombaires. Ok, du dos, ouais. Elle était en train d'accoucher. Ah là là. Elle savait pas qu'elle était enceinte. Sans le savoir. Ouais. Elle savait pas qu'elle était enceinte. En fait, le déni de grossesse, c'est vraiment très particulier. C'est un problème psychiatrique. Hein. C'est-à-dire que le cerveau est tellement fermé à l'idée de la grossesse qu'il n'y a pas de signe physique de grossesse. Il y a même des femmes qui sont enceintes et qui continuent à avoir des saignements réguliers et qui prennent ça pour des règles. Et ce qui est fou, c'est que non seulement la femme qui est enceinte ne perçoit pas son état de grossesse, et l'entourage
avec qui elle vit, parce que parfois c'est des femmes qui vivent avec quelqu'un, qui sont pas complètement isolées, ne voient pas de signe physique. Le ventre n'apparaît pas, les seins ne grossissent pas, il n'y a aucun signe physique de la grossesse, jusqu'au jour... Oui, même pas de gonflement de la poitrine. Oui, Rien. Rien. Et ça, c'est incroyable, le pouvoir de l'esprit sur le corps. C'est-à-dire que quand le cerveau dit « il n'y a pas de grossesse », le corps ne change pas. C'est ça, le déni de grossesse. Et moi, je vois souvent des femmes qui me disent, ou on me dit sur les réseaux, j'ai peur d'être enceinte, j'ai peur de faire un déni de grossesse, je fais des tests de grossesse tous les 15 jours. Parfois, on m'envoie des messages comme ça. Mais c'est l'inverse du déni de grossesse. La peur d'être enceinte tout le temps et de faire des tests de grossesse, tu peux pas passer à côté d'une grossesse. Le déni de grossesse, c'est exactement l'inverse. Tu es enceinte, tu le sais pas. Parfois, après, il y a des cas particuliers. Ça peut être un petit accident de pilule, on s'en rend pas compte. Continue à prendre sa pilule. Donc, le cerveau est vraiment pas en mode grossesse et il y a aucun signe qui apparaît. Donc, l'accouchement arrive. Nous, au niveau médical, il faut faire très gaffe parce que comme c'est des grossesses qui n'ont pas été suivies, on peut passer à côté d'une pathologie sur le fœtus. Souvent, il y a un petit retard de croissance. Parfois, il y a un accouchement un petit peu prématuré. Et puis derrière, il y a un risque de décompensation de la maman. C'est-à-dire que cette grossesse, elle n'était pas désirée. Cette grossesse, elle est surprise. Pas préparée du tout, quoi. Rien préparé. Tu l'apprends parfois 1 heure avant, quoi. Tu disais. Mais même pas 1 heure avant. T'arrives aux urgences, j'ai mal au dos ou j'ai l'impression d'avoir une gastro et tu te retrouves 5 minutes après avec un bébé dans les bras. Ah la vache. Oui, c'est même pas... Le travail commence et puis il faut que, comme tu disais... Non, le bébé est là. Le bébé est là. Il faut que le col s'ouvre, voilà. Ça arrive tout de suite. Et donc derrière, nous, on doit faire très attention au suivi psychologique de ces femmes, parce que parfois, il y a un rejet total... C'est pas mon bébé. ...de l'enfant. Ça, tu l'as vu ? Pas s'en occuper, ouais, ça je l'ai vu. Une femme qui avait beaucoup de mal à s'en occuper, donc on les accompagne, elles sont suivies par un psy, tout le personnel est très sensibilisé à ça, parce qu'il y a un risque de passage à l'acte sur le bébé, ou de suicide de la part de la maman, parce que le choc est tellement violent que, voilà, donc on fait très attention de bien accompagner ces moments-là, on les met il faut quand même créer du lien, tu vois, avec le bébé. Donc vraiment, quand elles veulent pas s'occuper du bébé, ça arrive que c'est des bébés qui soient abandonnés, qui soient mis en pouponnière et confiés à d'autres familles qui veulent adopter. Mais dans la majorité des cas, quand même, elles s'occupent finalement de leur enfant et ça se passe bien. Mais il faut créer du lien, tu vois, et ce lien, il s'est pas créé du tout pendant 9 mois. Est-ce qu'un homme peut venir consulter un gynécologue ? Je t'ai pas demandé l'autre fois. Ouais, ça arrive. Moi, j'ai des hommes en consultation. C'est très rare, mais ça arrive. Déjà, dans le cadre d'un problème de fertilité, souvent ils viennent, bien sûr, avec leur compagne, parce qu'ils sont eux aussi concernés et ils peuvent être responsables. 1 fois sur 4, c'est une cause masculine, la D'accord. fertilité. 1 fois sur 4 ? Ouais. 1 fois sur 4, c'est masculin. 1 fois sur 4, c'est féminin. 1 fois sur 4, c'est un peu des deux. Et 1 fois sur 4, on ne sait pas. Ok. Et ça, les gens ont du mal à comprendre quand on fait tous les bilans de la Terre et qu'on ne trouve rien, mais ça ne marche pas. C'est comme ça, ça ne marche pas. Donc les hommes en consultation, dans le cadre de l'infertilité, cancer du sein. J'ai quelques hommes que j'ai opérés de cancer du sein. Bien évidemment, la majorité des cancers du sein, c'est des femmes. Et dans je crois que c'est 1%, non ? C'est 1% des cancers du sein, ouais. Et c'est un petit peu plus grave que chez... Enfin, on va encore dire que c'est toujours plus grave que chez l'homme que chez la femme, mais le cancer du sein chez l'homme, il est souvent un peu plus agressif que le cancer du sein chez la femme. Donc ça, c'est nous qui les prenons en charge. Il peut y avoir aussi les transgenres. Les transgenres hommes qui viennent, parce que les transgenres, ils sont tous dans des parcours de transition différents. Tout le monde ne se fait pas opérer, donc tu peux avoir des transgenres hommes qui ont toujours leur utérus, qui ont toujours leur col de l'utérus, qui ont toujours un vagin, qui ont toujours des ovaires. Donc il faut les suivre, il faut faire des frottis. Transgenres hommes, c'est-à-dire qu'ils sont nés femmes. Voilà. C'est ça, ouais. Et donc s'ils n'ont pas été opérés, qu'ils ont toujours leur appareil génital d'origine, il faut s'en occuper. Dans l'autre sens, c'est un petit peu plus rare parce que les transgenres femmes, c'est-à-dire des hommes qui deviennent femmes ou qui sont femmes finalement à l'arrivée, on a moins de choses à checker, peut-être un peu les traitements hormonaux ou les choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a... Moi, j'ai opéré quelques femmes qui voulaient devenir hommes. Ah, tu as opéré, oui. Ouais, l'hystérectomie, l'ablation de l'utérus. Et donc, comment font vérifier leur sexe qui a changé, du coup, quand c'était un homme qui est devenu femme ? Est-ce que toi, tu as des formations pour ça ? Parce que, pas du tout. Non ? On est complètement largués. Alors, c'est vraiment un monde qu'on découvre quand on s'y intéresse.
Mais on n'a aucune... D'ailleurs, c'est un grand manque en médecine, c'est-à-dire qu'on n'est pas formé à ça. Donc, les transgenres ne savent pas trop vers qui se tourner. Il y a une histoire il n'y a pas très longtemps avec un gynécologue qui a refusé, je crois, à Pau. Un transgenre. Parce que... Mais en fait, c'était juste parce qu'il savait... Bon, déjà, il n'a pas été très délicat, évidemment. Mais c'est surtout qu'il y a quand tu ne connais pas, tu as peur. Et donc, tu réagis pas bien. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour ce confrère. Donc, rien n'empêche d'être accueillant, de bien s'occuper des gens, et puis d'être humble. C'est-à-dire que si on sait pas, de dire je sais pas, vous envoyer vers quelqu'un qui sait, c'est pas grave. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Ouais, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des gros centres, mais c'est plus. Il y a besoin d'un accompagnement global, transversal. Il n'y a pas que le chirurgien gynécologue qui va s'en occuper. Il y a aussi l'endocrinologue pour gérer les hormones. Il y a aussi souvent un accompagnement psychologique qui est proposé. Donc tout ça se gère à plusieurs spécialistes. Comment est-ce qu'on fait quand on est une femme, qu'on vient chez le gynéco, si on a ses règles? Est-ce qu'on doit décaler le rendez-vous? Est-ce que, tu vois, ça fait partie des questions. Dois-je décaler mon rendez-vous chez le gynéco si j'ai mes règles? Moi, perso, ça pose aucun problème. Tu peux ausculter quand même. Ouais, on peut faire tout l'examen gynécologique, l'interrogatoire avec les règles, ça dérange absolument pas. La personne qui peut être dérangée, c'est la patiente, parce qu'il y a des patientes qui n'ont pas envie d'être examinées quand elles ont leurs règles, ça les dérange elles, et du coup, tant pis, on fera l'examen la prochaine fois, s'il n'y a pas de souci particulier, il n'y a aucune... Tu vois, la consultation chez le gynéco, il n'y a pas forcément un examen. Souvent, on a le réflexe, consultation chez le gynéco ou chez la sage-femme, parce qu'elles font aussi du suivi gynéco, ça veut dire examen sur la table gynécologique, spéculum, toucher vaginal et échographie éventuellement par voie vaginale. Mais en fait, rien que par l'interrogatoire, déjà, on peut gérer plein de problèmes. Il y a des femmes qui viennent juste pour poser des questions sur leur contraception, pour avoir des informations. Donc voilà, donc l'examen, il n'est pas forcément obligatoire, et même les premières fois, moi, je dis toujours aux jeunes femmes qui viennent me voir pour la première fois, je commence la consultation comme ça, pour les mettre à l'aise, en disant, vous savez, bon voilà, si vous n'avez pas envie d'être examiné, ce sera la prochaine fois, il n'y a aucun problème. Donc on discute, et puis la prochaine fois, vous êtes à l'aise, on le fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est pareil pour les règles. Oui, tu peux recevoir. Et après, quand j'ai des patientes rigolotes, j'en rigole avec elles. Je leur dis, bon, les règles, vous savez, les règles, moi je suis content, ça met un peu de couleur, enfin ça change. Est-ce que l'humeur chez les femmes change pendant les règles? Est-ce que ça, c'est un mythe ou c'est la réalité? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai pas. T'as connu que des femmes extrêmement. J'ai pas une énorme différence d'humeur à la maison. Mais non, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ça fait partie des questions posées. Ah, mais c'est évident. Oui. C'est évident, mais elles le disent, les femmes, tu vois. Mais c'est les variations hormonales. Donc ça, c'est réel. C'est réel, mais c'est fou. Mais tu le vis, après, ça dépend forcément des femmes, c'est plus ou moins marqué. Mais tu vois, il y a une période pendant le cycle, qui est la phase, on a parlé un peu du cycle, la phase folliculaire. Il y a les règles, et après, il y a la phase folliculaire qui commence jusqu'à l'ovulation. Et là, pendant cette phase-là, elles sont en montée hormonale. Ça dure combien de jours, ça, à peu près? Si tes règles, elles durent 4-5 jours, ça commence à la fin des règles jusqu'à l'ovulation, donc ça va durer 8-9 jours, tu vois. Donc on appelle ça la phase folliculaire, où les ovaires sont à fond, ça fabrique des follicules pour arriver à l'ovulation. Et donc là, les hormones, oestrogène, progestérone, sont donc il peut y avoir des engueulades de couple, tu veux dire un peu Non, plus... là c'est plutôt c'est le côté animal, la libido. La libido au taquet, c'est très animal, c'est comme ça. Et puis après, tu as la phase lutéale, tu as l'ovulation, boum, et puis après, tu as une redescente. Et là, c'est la phase lutéale, où souvent, les femmes sont un petit peu plus calmes, un peu plus abattues, parfois dépressives, ça peut être un vrai problème. Hein. C'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. C'est les jours qui précèdent les règles, c'est la fin de la phase lutéale, et pendant cette période-là, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, mais de vrais symptômes physiques et psychologiques. Dépressive, mal au sein, mal à la tête, dépression, il y a des vraies dépressions, hein, il faut faire gaffe, on appelle ça le trouble dysphorique prémenstruel, c'est une forme de dépression particulière liée aux variations hormonales, et quand il y a vraiment un trouble dysphorique, il faut faire gaffe, parce qu'il peut y avoir des idées suicidaires et des passages à l'acte, donc prudence. Donc quand c'est juste... une petite irritabilité, fleur de peau, voilà, faut comprendre. Tu avais raconté une anecdote aussi sur un tampon, on peut attraper des infections très graves avec. Ouais. C'est hyper important de le savoir. Puis après, on va parler d'hygiène aussi, quelle erreur à ne pas faire. Ouais, il y a des tips, faut faire un petit peu gaffe. Le tampon, tu as parfois, ça t'est arrivé, d'ailleurs rien à voir avec le tampon, d'avoir des patientes qui viennent te voir avec quelque chose de coincé. Ouais, en gynécologie, le plus fréquent, c'est le tampon ou le préservatif. Qui reste au fond, qui reste coincé au fond. Le tampon, c'est classique parce que il y a la ficelle, elle peut remonter.
tu voyages, tu as une soirée un peu longue, tu sais plus trop si tu l'as retiré ou pas, tac, t'en mets un deuxième, alors qu'il y en a déjà un qui est au fond, et puis tu peux l'oublier pendant plusieurs jours. Moi, il n'y a pas grand-chose dans ma vie de gynécologue qui me heurte en termes De vision ou d'odeur. Est-ce que tu vois... Ah oui, ah. Franchement, il n'y a rien qui me dérange. L'odeur du tampon oublié depuis plusieurs jours, quand ça arrive en début de consulte et que je le mets dans la poubelle, faut que Faut enlever la poubelle. faut aérer un peu. Ouais, ça c'est un peu dur. Mais au-delà de cet aspect odeur, il y a le risque infectieux. Donc les protections menstruelles, il y en a plusieurs. Il y a les serviettes classiques, il y a les culottes menstruelles maintenant, que les femmes utilisent de plus en plus. Moi, je suis assez fan de la culotte menstruelle, je dois le dire. C'est quoi une culotte menstruelle? C'est les culottes qui sont faites pour absorber le sang des règles. Une sorte de serviette intégrée dans la culotte. Exactement. Ouais. Et maintenant, ça fait un moment que ça existe, il y a pas mal de marques qui en font, avec des trucs qui sont jolis, qui sont confortables pour le sport, pour machin, donc c'est super pratique, c'est écolo, ça se lave, tu peux les réutiliser, franchement c'est pas mal. Et dans le vagin, on peut mettre des tampons, bon, c'est un grand classique, ou les cups. Ça dit quelque chose, les cups? C'est un petit réceptacle en silicone que la femme coince au fond du vagin pour récupérer le sang, et puis plusieurs fois dans la journée, il faut le vider, le nettoyer, le remettre. Bon. À partir du moment où il y a un corps étranger dans le vagin, il y a des bactéries. Et si ce corps étranger dans le vagin n'est pas lavé comme il faut, je pense à la cup, ou n'est pas changé assez régulièrement, je pense au tampon. Un tampon, c'est jamais plus de 6 heures. Donc par exemple, un tampon, c'est pas la nuit. Okay, donc on recommande vraiment de les changer régulièrement parce que quand on les change pas régulièrement, il peut y avoir des bactéries particulières qui se développent. C'est un staphylocoque particulier qui va libérer des toxines qui peuvent passer dans le sang et ça peut donner des chocs septiques. Je sais pas si tu as déjà vu, tu as des femmes qui ont été amputées à cause de ça, qui ont fait des chocs septiques sévères à cause de tampons laissés trop longtemps et d'infections qui se sont passées. Donc c'est dangereux quand même. Ouais, donc il ne faut pas passer l'idée que le tampon est dangereux, qu'il ne faut pas utiliser de tampon. Mais si vous utilisez des tampons, et notamment les premiers jours, c'est pratique parce que les règles sont souvent un peu plus abondantes, il faut vraiment les changer régulièrement. Les tampons super maxi qu'on va garder pendant plus de 6 heures, c'est... Il y a Kourtney Kardashian aux États-Unis qui a lancé une gamme de gummies. Donc, gummies, c'est des petites sortes de gommes à mâcher, des bonbons. À l'ananas. C'est un bonbon. Pour modifier... Attention, là, c'est du marketing. Hein. Je ne dis pas que ça fonctionne, je dis juste ce qu'elle vend. Pour modifier l'odeur de vagin. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu en as entendu parler, toi qui es gynéco? Alors, j'en ai entendu parler un peu en consulte, mais beaucoup sur les réseaux. On m'a demandé mon avis sur les gummies à l'ananas, donc j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé. Bon, bien sûr, c'est purement marketing. Bon, déjà, il y a deux choses. Un vagin, c'est pas fait pour sentir l'ananas, tu vois. Ça sent le vagin, ok, c'est comme ça, c'est une odeur corporelle comme une autre. Donc, il n'y a pas de raison de vouloir absolument lui donner un parfum. Il y a des parfums qui existent à se mettre directement au niveau du vagin ou de la vulve et qui sont franchement pas recommandé par les médecins parce que tu vas perturber ta flore vaginale et augmenter le risque d'infection. Donc, et puis ça peut être agressif, il y a de l'alcool parfois dedans, enfin c'est n'importe quoi. Et les gummies, évidemment que le fait d'avaler un gummies à l'ananas, il y a quand même à peu près 0% de chance que le parfum ananas se retrouve dans le vagin. Donc, bien évidemment, c'est purement marketing. C'est des modes, ça va redescendre, j'espère, assez rapidement. C'est quoi l'erreur que font le plus les femmes sur leur hygiène sexuelle? Est-ce qu'il y a une erreur que tu vois souvent et que tu peux dire ici, puis que ça pourra servir à certaines? Alors, l'erreur, c'est de ne pas changer assez souvent de protection menstruelle, pardon. L'erreur, ce serait peut-être de se laver trop souvent. Parce qu'on a souvent cette idée que ça doit sentir bon, que ça doit être propre, que ça doit être toujours nickel, et voilà. Le vagin, on a coutume de dire qu'il est auto-nettoyant, c'est-à-dire que dedans, il y a des bactéries qui sont normales, on appelle ça les lactobacilles. C'est celles qui fabriquent en partie les pertes blanches, et ces bactéries, elles protègent. Il y a un écosystème qui protège le vagin des femmes. C'est un milieu un peu acide, le vagin, tu vois. Donc, pour éviter justement les infections embêtantes par des champignons, c'est les mycoses, ou par des bactéries, c'est les vaginoses. Donc, ces bactéries, elles ont un rôle de protection, elles ont un rôle de lubrification, donc il ne faut pas les perturber. Donc, quand on se lave trop et quand on fait des douches vaginales, c'est-à-dire mettre le pommeau dedans. Très à la mode, qui ont été très à la mode avec des poires. Nos mères et nos grands-mères, parfois, elles utilisaient ça. Et c'était une grosse bêtise, c'est une très mauvaise idée. Alors, du coup, on se sent un peu plus net après, notamment après les rapports. Mais en fait, ça va perturber la flore vaginale et ça augmente le risque d'infection après. L'autre question qu'on me pose souvent, c'est sur les poils.
épilation, pas épilation, rasage, pas rasage, est-ce qu'il faut garder ses poils? Sur le plan médical, après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, mais c'est vrai que sur le plan médical, les poils, c'est quand même une protection mécanique. Ça a un intérêt. C'est un intérêt, ça protège. La vulve, c'est une zone sensible, c'est pas comme le coude ou mais comme si on a le genou. des poils là, par exemple au-dessus des yeux, c'est que ça a un intérêt pour le corps. Le corps est quand même très bien fait. Oui, c'est pour protéger des zones qui sont un peu plus sensibles fragiles, comme l'œil, comme les yeux. Donc il faut y faire attention. Alors il n'est pas question de dire aux femmes, surtout gardez vos poils, ou surtout, il n'y a pas d'injonction du tout, mais les femmes, moi, mes patientes qui font des infections à répétition et qui sont embêtées par un certain inconfort, je leur déconseille l'épilation intégrale, où je leur dis au moins de faire une pause, le temps que ça aille mieux, et après, elles font absolument ce qu'elles veulent. Donc ça, c'est vraiment les trucs. Ou alors, il faut éviter de se laver aussi avec du savon trop... le savon pour le corps, il n'est pas vraiment fait pour cette zone intime. Qu'est-ce que l'hymen, concrètement, et à quoi ça sert au départ? À quoi sert l'hymen? C'est une question qui est posée aussi. Alors, à quoi sert l'hymen? Est-ce qu'il y a une utilité dans le corps? Non, il ne sert à rien, l'hymen. Il est là, c'est un reliquat embryologique. Tu sais, il y a l'embryologie, t'as l'embryon garçon, l'embryon fille. Quand on naît, quand on grandit. Et puis nos organes vont se différencier en fonction de notre matériel génétique. Est-ce que je suis XY ou est-ce que je suis XX? Je suis un garçon et une fille, quoi. Voilà. Et donc, quand l'appareil génital féminin se forme, il y a le vagin qui va se former, il y a le col de l'utérus, les trompes, les ovaires, et puis l'entrée du vagin, il y a cette petite membrane, c'est un reliquat embryonnaire qui est là, et qui, normalement, mais ce n'est pas toujours le cas, ferme en partie le vagin, pas complètement. Parce que quand ils le ferment complètement, c'est une malformation de l'hymen, et donc quand elles ont leurs premières règles, j'ai une jeune femme comme ça, que j'ai pris en charge il y a quelques mois, qui est venue me voir à 15 ans, parce qu'elle n'avait pas encore ses règles qui sortaient, mais par contre, elle avait des douleurs d'enfer, tous les mois, mais pas une goutte de sang qui sortait. Elle n'avait jamais été examinée, elle était trop jeune pour avoir consulté, et en fait, elle avait une imperforation hyménéale, c'est-à-dire que l'hymen n'était pas perforé, donc ça retenait le sang à l'intérieur du vagin, puis ça s'accumule, ça augmente la pression avant, elle avait des douleurs terribles. Et le traitement il est chirurgical. Le sang s'écoulait pas, quoi. Non, le sang s'écoulait pas, donc c'est un traitement chirurgical. Au bloc opératoire, tu incises l'hymen pour permettre l'évacuation du sang. Et comme le vagin est très élastique, tu peux avoir des grosses quantités de sang qui se forment à l'intérieur. Il y avait quasiment 1 litre de sang qui était accumulé, c'était démentiel. Elle avait hyper mal. C'est très dangereux, ça. Ouais, c'est dangereux, puis il y a un risque d'infection. Au-delà du côté douleur, il y a un risque d'infection. Donc l'hymen, cette petite membrane, souple, plus ou moins charnue, elle est là, elle est présente, et puis après, avec les premiers rapports, elle va se déchirer pour laisser de la place pour la suite. Est-ce que tu as des parents qui viennent parfois pour voir si leur enfant est encore vierge? Dans certaines traditions... C'est pas des parents, c'est plutôt des conjoints ou des copains. C'est souvent culturel ou religieux, qui ont cette demande-là. Moi, je me suis toujours refusé à fournir le moindre certificat de virginité ou de choses comme ça, parce que ça me choque. Bon, déjà, je considère que c'est pas vraiment mon boulot. Et puis, ça me choque profondément par rapport à l'image que j'ai de la femme. On t'a demandé déjà un certificat, tu dis? On m'a déjà demandé des certificats de virginité et on m'a déjà demandé de refaire un hymen. De refaire un hymen? Ouais, c'est un geste Pour refaire une première fois, en gros? Ouais, mais bon, déjà un hymen, quand tu sais ce que c'est anatomiquement, tu peux pas refaire un hymen, parce que la membrane, une fois qu'elle est déchirée, donc c'est vrai qu'il y a des gestes chirurgicaux qui existent, où tu vas resserrer un petit peu l'entrée du vagin pour faire comme si il y avait encore un hymen, pour voilà. Bon, moi, bien sûr... Tu refuses aussi, oui. Ah bah, catégoriquement, c'est un geste agressif, c'est une chirurgie uniquement pour satisfaire des considérations qui sont... Bon, et discutable. Alors, tu as une fille qui t'a demandé un certificat de l'infidélité de son mari. Ouais, alors... Ça, c'est l'inverse. Ouais, elle était dans une procédure de divorce, c'était pour filer au juge, quoi. Donc, Et comment tu pouvais prouver ça? Ah bah moi, je peux pas le prouver, moi, je suis pas flic. Hein, c'est parce qu'elle avait une maladie? Je suis pas détective. Oui, c'était une histoire de papillomavirus. Ah, elle avait attrapé une IST ou une Elle AST? avait le papillomavirus. Le papillomavirus, c'est un virus qui circule chez tous les gens qui ont des rapports sexuels, hommes, femmes, on s'en rend pas compte, ça fait partie de la vie. 80% des gens le rencontrent dans leur vie, et la plupart du temps, lors des premiers rapports. On peut pas dater. On peut pas faire un prélèvement. Ouais, ça, c'est un truc il y a 15 jours. Papillomavirus, mai 2012, tu vois. C'est pas de... C'est pas une bouteille de pinard, quoi.
T'as pas un millésime de papillomavirus. Attends, mais du coup, c'est-à-dire que tu peux l'avoir toute ta vie? C'est-à-dire que si jamais tu l'attrapes à ton premier rapport... Tu peux l'attraper, tu t'en débarrasses parce que tu as des défenses immunitaires qui font que tu t'en débarrasses. Il n'y a pas de traitement contre le papillomavirus. Il n'y a pas de traitement. Tu peux pas prendre, il n'y a pas d'antibiotique. C'est un virus déjà, donc il n'y a pas d'antibiotique, il n'y a pas de traitement spécifique pour faire disparaître le virus, ça n'existe pas. Donc nous, on surveille les femmes parce qu'on sait que quand il reste trop longtemps dans le corps, il peut abîmer le col de l'utérus pour donner des lésions précancéreuses, lésions de bas grade, lésions de grade, qui parfois, rarement mais parfois, peuvent donner un cancer du col. Et ça, c'est hyper fréquent. La semaine dernière, je vois encore une patiente à qui on fait une colposcopie. Tu sais, c'est un examen pour bien regarder le col, quand il y a du papillomavirus, quand tu suspectes une lésion à cause du papillomavirus. Et moi, je vois très souvent, et cette femme-là, elle était en panique. Panique, parce que est-ce que mon mec m'a pas trompé? Comment ça se fait qu'on trouve ce papillomavirus à 45 ans alors que j'ai jamais eu de problème avant? Mais en fait, ce papillomavirus, il était là probablement depuis très longtemps et encore une fois... on peut le garder toute sa vie, quoi. Oui, et panique parce que quand tu reçois le résultat, et ça, c'est un problème au niveau des laboratoires, parce que maintenant, les patientes reçoivent les résultats, tu vois, bruts, pas interprétés par un médecin qui leur explique. Qui te dit, vous inquiétez pas, c'est normal. HPV à haut risque, à pouvoir oncogène, donc tu as haut risque, oncogène, ça y est. Onco, c'est le cancer. Oncologue, médecin de Alors qu'en fait, entre le moment où tu chopes ce virus, où tu le gardes dans le corps, où il va éventuellement transformer les cellules du col de l'utérus et éventuellement donner un cancer, il y a 15 ans, tu vois. Donc, vraiment... Qu'est-ce qu'il faut faire pour se soigner du papillomavirus si on l'attrape et Alors, on ne peut pas se soigner du papillomavirus. C'est vraiment le corps qui doit se défendre et l'éliminer. Il y a des femmes qui l'éliminent en 6 mois et d'autres, ça prend 10 ans. Et c'est complètement imprévisible. En revanche, nous, ce qu'on est capable de détruire, c'est les lésions précancéreuses du col. Parfois, on retire un petit morceau du col, ça s'appelle une conisation. On vaporise au laser pour détruire ces lésions précancéreuses avant qu'elles évoluent vers des cancers. Mais surtout, ce qui est important, c'est de rassurer les gens. C'est pas un signe d'infidélité. Papillomavirus n'est pas égal à cancer. Voilà. Alors c'est pénible parce qu'il faut faire des examens, il faut faire des colposcopies. Parfois, on fait des petites opérations sur le col. C'est pas marrant, mais c'est pas grave. Oui, donc, et c'est pas forcément le garçon ou la fille. Ça peut être l'un des deux qui l'a eu depuis très longtemps. Souvent, on voit, je sais pas si t'as dû voir ça. Le papillomavirus, ça vient de. C'est quand même les mecs qui le donnent aux femmes. Oui, mais c'est les femmes qui le donnent aux mecs. Enfin, ils circulent dans tous les sens. Et les femmes qui le donnent aux femmes, et les hommes qui le donnent aux hommes. Moi, j'appelle ça le virus de l'amour. Il y a 200 souches en France. Ouais. De papillomavirus. Donc, c'est-à-dire 200 types de papillomavirus. Et puis, c'est un virus qui est hyper contagieux, qui est ça s'attrape comment, pardon? Tu peux le transmettre... Est-ce que c'est aussi par oral? Tu peux le transmettre dans un cunilingus ou une fellation. Ah oui, pas par un bisou? Non. C'est cunilingus ou fellation, c'est caresse avec les doigts, tu peux aussi te le transmettre via, si tu te prêtes un vibro ou un sextoy, tu peux aussi le transmettre, donc il faut faire gaffe à ça. Est-ce que pour une femme, il faut aller faire un pipi après un rapport sexuel? Ça, c'est des questions posées sur Internet. Le pipi après le rapport, c'est essentiel pour diminuer le risque d'infection urinaire, de cystite. Ça, c'est une question anatomique. L'urètre, le petit tuyau par lequel on fait pipi, chez l'homme, il est plus long que chez la femme, le plus souvent. Et donc, chez les femmes, ce petit tuyau pour faire pipi, il est très court. Il y a une proximité chez la femme entre la vessie, le vagin et l'anus. Et il y a des bactéries qui se baladent dans ce coin-là, et notamment des bactéries digestives, Escherichia coli, la plus fréquente, qui est dans l'intestin et qui peut se balader au niveau du périnée et remonter dans le vagin. Donc il faut aller faire un petit pipi rapide. Et voilà, et elle peut rentrer un petit peu dans l'urètre, le petit tuyau par lequel on fait pipi. Donc si on fait pipi juste après les rapports, il y a un effet mécanique qui permet de diminuer le risque d'infection urinaire. Donc ça, c'est une bonne habitude à prendre. Ouais. Sur les réseaux, tu fais des vidéos, notamment sur Instagram, où tu as beaucoup d'abonnés, sur tous les autres. Je mettrai les liens si vous les suivez d'ailleurs. Mon gynéco, donc Olivier, voilà, sur les réseaux. Je vous mettrai dans la description de l'épisode sous la vidéo YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio, donc sur les 4 plateformes, ça soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez le suivre comme ça. Tu réponds aux questions qu'on te pose. Et il y a une question l'autre jour, on te demandait si c'était possible d'être enceinte juste avec du frottage. C'est-à-dire se frotter entre deux personnes sans qu'il y ait de pénétration. C'est une question que je reçois souvent. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais te la poser. Au début, j'étais un peu surpris, parce que je me suis dit, quand même. Mais en vrai, c'est les vraies questions que se posent. Alors frottage, on m'a posé la question frottage habillé. Frottage habillé. Frottage habillé. Frottage habillé, il n'y a pas de problème. Ok. Non, mais j'ai des femmes qui m'envoient des photos elles ont un petit peu de sperme sur leur pantalon de leur mec et elles me demandent si elles risquent d'être enceintes, donc je les rassure. Frottage, le seul risque, c'est
sais, il y a une technique de contraception mauvaise qui s'appelle le retrait. Ok. C'est se retirer juste avant que ça arrive. C'est-à-dire que rapport vaginal. Qui n'est pas une bonne idée, tu dis. En termes de contraception, très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que souvent, avant l'éjaculation, il peut y avoir un petit peu de liquide séminal qui sort, et qui peut contenir des spermatozoïdes. Donc, il y a un risque on peut tomber enceinte avec le liquide. Exactement. C'est pour ça que la technique du retrait, voilà, même si tu as une énorme maîtrise, que tu fais absolument ce que tu veux et que tu déclenches au moment où tu l'as décidé, il peut se passer des trucs avant. Donc là, le frottage lors d'un rapport, oui, sinon non, il n'y a pas de risque de grossesse. Est-ce que, alors j'ai vu ça sur Internet, ça m'a surpris, mais je te pose la question, est-ce qu'on peut être allergique au sperme ? Ouais, l'allergie au sperme, ça existe. Ça existe, alors que c'est un liquide humain. Ça existe vraiment, et c'est un vrai problème. Moi, j'en ai diagnostiqué une ou deux l'année dernière, d'allergie au sperme. En fait, les femmes, elles viennent et elles se plaignent d'une irritation, de démangeaison, et puis on fait des prélèvements, et puis tu trouves pas de bactéries ni de mycoses. Et puis tu lui demandes, mais est-ce que vous avez des rapports protégés ou pas protégés ? Ah bah, pas protégés, je suis avec mon mec depuis longtemps, il n'y a pas de problème, machin et tout. Et je dis, essayez les rapports protégés pour voir. Et elles reviennent et te disent, les rapports protégés, ça me démange plus. Parce qu'il n'y a plus de contact avec le sperme. Donc là, tu fais des tests pour voir, et ça peut être une allergie au sperme. Il y a une protéine dans le sperme, il y a certaines femmes qui sont allergiques. Ce qui est marrant, c'est que c'est souvent une allergie croisée avec les chiens, avec les poils de certains chiens. Tu veux dire, c'est-à-dire que ceux qui vont être allergiques aux chiens vont être allergiques au sperme ? Et il y a un lien entre les deux, ouais. C'est une protéine qui ressemble, et donc quand tu es allergique à la protéine du sperme, tu es allergique souvent Maintenant, aux chiens. dès que quelqu'un va me dire qu'il est allergique aux chiens, je vais penser à toi, putain. Mais c'est un problème parce que quand tu veux faire un môme, et que tu es allergique au sperme, tu es souvent obligé du coup parce qu'il y a des femmes qui font des réactions allergiques sévères, hein. Ça peut aller jusqu'au choc allergique, œdème de Quincke et compagnie. Wow. Ah ouais, c'est pas qu'une allergie locale, hein. Tu peux avoir une vraie allergie avec ça existe. Donc ces femmes-là, il faut passer par des techniques, faut laver le sperme en fait des protéines allergisantes pour leur inséminer de manière artificielle pour qu'elles puissent avoir un enfant pour éviter le choc allergique. C'est quelque chose qui existe. Ouais. Donc faut faire attention. Ouais. C'est pas juste une petite rougeur, c'est quoi. C'est pas une légende urbaine. Alors, il y a une question aussi posée sur les femmes fontaines. C'est quelque chose qu'on entend parfois sur Internet, qu'on peut lire ou voir. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est d'un point de vue gynécologique ? Qu'est-ce qui en sort ? Ça, c'est... Les femmes fontaines ou l'éjaculation féminine, il y a plusieurs trucs. Il y a les pertes vaginales. Quand une femme est excitée, le vagin il est plus lubrifié, c'est fait pour que le rapport se passe dans de bonnes conditions. Cette lubrification, parfois, elle peut être un petit peu excessive. Et donc, ça peut couler un peu plus chez certaines femmes que d'autres, ou à certains moments du cycle que d'autres, parce qu'au niveau hormonal, elles sont différentes à ce moment-là. Les pertes vaginales, elles peuvent être abondantes, hein, parce qu'il y a plein de trucs dans les pertes vaginales. Il y a la glaire cervicale, qui est fabriquée par le col de l'utérus. Il y a des sécrétions par les parois vaginales. Il y a les bactéries dont on parlait, qui fabriquent des pertes, qui participent aussi à ça. Et puis il y a des glandes. Il y a les glandes de Bartholin, en arrière, au niveau de la paroi vaginale postérieure, et les glandes de Skene, en avant, autour de l'urètre, le petit tuyau par lequel on fait pipi, qui fabrique aussi du mucus, du liquide. Donc tout ça va se mélanger pour donner les pertes vaginales. Et parfois, ça peut être très abondant et donner cette impression d'éjaculation féminine ou de femme fontaine. Mais au risque de décevoir beaucoup de personnes, les rares études qui ont vraiment étudié les femmes fontaines, qui vraiment ont des projections liquidiennes au moment de l'orgasme, ou juste avant, ou juste après, c'est souvent de l'urine quand même. Ah, c'est vrai ? C'est pas un autre liquide parce que personne n'est d'accord sur Internet. Non, mais il n'y a pas de question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est pour ça que je pose la question professionnelle. Non, mais justement. Les pertes vaginales peuvent être très abondantes et certaines femmes vont fabriquer plus. Non, mais là, c'est parfois des jets complets. Mais quand c'est du jet, c'est l'urine. C'est de l'urine qui sort. Et pourquoi il sort ? Pourquoi est-ce que ça sort ? Parce qu'il peut y avoir des contractions vésicales. L'orgasme féminin est quelque chose qui peut être parfois très très puissant et provoquer des réactions physiques un petit peu désordonnées ou non maîtrisées, et notamment au niveau de la vessie qui va se contracter, le sphincter se relâcher, et puis... c'est pas une malformation ? Et puis ça part. Non, c'est pas une maladie, c'est pas une malformation. Mais ça ne sent pas l'urine pourtant, si ? Si, quand même. D'accord. J'ai envie de dire... Après, dans l'action, on fait peut-être un peu moins gaffe. Est-ce que tu as des patientes, pour terminer, qui se confient parfois sur leur infidélité, qui te disent, voilà, tu as des discussions plus perso et sont obligées de te raconter. Ouais, moi je parle beaucoup enfin beaucoup, je parle de sexe avec mes patientes.
Et c'est souvent moi qui lance le sujet d'ailleurs, parce qu'elles ont parfois un petit peu de mal à aborder le sujet. Si elles ne se protègent pas avec leur... Et elles préfèrent rester sur des terrains plus scientifiques et médicaux, mais je trouve que c'est important de parler de la qualité de vie sexuelle avec les patientes que je vois en consultation. Est-ce que les rapports se passent bien? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'elles sont satisfaites de leur vie sexuelle? Et alors, j'entends plus souvent des plaintes de femmes. Tu sais, on croit toujours que les mecs, ils sont super chauds, on a toujours plus envie d'avoir des rapports que les femmes. Mais en fait, tu te rends compte que, et notamment après 40, 45, 50 ans, que les femmes, elles ont des libidos tout à fait corrects. Et c'est souvent les mecs qui sont un peu tombent à la retraite. On fera gaffe à la retraite. Non, mais ça, ils sont souvent plus calmes, ça devient un peu et elles se plaignent. Et elles se plaignent beaucoup, et puis il y en a qui se plaignent, mais qui en ont marre. Et d'un manque de ça. Et qui, du coup, vont voir ailleurs, ou prennent un amant pour satisfaire leur libido. Et elles me le racontent, ouais. Et tu leur dis de se protéger, ou il y en a qui ne se protègent pas sur les deux? Alors, globalement, je leur dis de se protéger. Il y a un gros relâchement au niveau du préservatif. Tu le vois, ça? Ouais. Ah, c'est ouf. C'est vrai? Ouais. Chez les jeunes, beaucoup. Nous, c'est un sujet dont on parle beaucoup à la maison avec nos enfants. On les informe beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que l'époque que j'ai connue, moi, Sortez couverts, Ardisson et compagnie, on avait peur, tu vois, on avait peur du VIH, on avait peur de la maladie du sida. Aujourd'hui, ils n'ont plus du tout cette peur-là. Et donc, on entend régulièrement de la part de jeunes « Ah, mais c'est bon, elle prend la pilule, t'inquiète. » Ou alors « Bah, c'est bon, je vais me laver, après, et ça ira bien. » Non. Mais en fait, et on voit revenir les infections sexuellement transmissibles, chlamydier, gonocoque, syphilis, avec des risques d'infection, et notamment pour les femmes, des risques de stérilité. Donc, c'est un gros sujet. Alors qu'on n'en a jamais autant parlé, tu vois. Là, on parle de préservatifs. Les préservatifs sont gratuits. Il y a 5 marques de préservatifs gratuits maintenant dans les pharmacies, où les jeunes, ils peuvent aller les prendre gratos juste en demandant, tu vois. Et ils n'utilisent pas de préservatifs. Et chez les plus âgés, et notamment qui peuvent éventuellement avoir des partenaires multiples ou s'éclater, souvent ils se protègent pas. Et puis maintenant il y a la PrEP, tu sais, les médicaments pour éviter d'avoir le sida, pour éviter de choper le VIH. Donc il y a toutes ces choses-là qui font qu'on est à la fois dans une société où on informe de plus en plus et où il y a de plus en plus de moyens de se protéger et qui sont de plus en plus accessibles, mais en même temps il y a une espèce de laisser aller parce qu'on pense que c'est pas possible, que c'est fini, et que voilà, mais c'est pas fini. Pour terminer, il y a un sujet important, c'est l'endométriose. T'en parlais rapidement tout à l'heure. Ouais. On en entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que c'est? L'endométriose, c'est une saloperie, c'est une maladie chronique, inflammatoire, qui touche à point de départ gynécologique, mais qui peut toucher beaucoup d'organes non gynécologiques dans le ventre des femmes ou dans le corps des femmes, qui touche 10% des femmes. Donc c'est énorme, c'est une maladie qu'on connaît depuis pas très longtemps et qui est très frustrante pour les praticiens, mais surtout pour les femmes qui en souffrent, c'est qu'on n'a pas de traitement curatif et qu'on a beaucoup de mal à les soulager à les soulager dans leur qualité de vie et les aider à faire des enfants. Enfin, c'est très compliqué à gérer et nous, on est un petit peu démunis quand même si on progresse. L'endométriose, c'est quoi? C'est des cellules. L'endomètre, c'est la couche glandulaire à l'intérieur de l'utérus qui s'élimine sous forme de règles tous les mois. Et chez certaines femmes, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a des cellules qui ressemblent à l'endomètre qui vont se fixer ailleurs dans le ventre, sur l'intestin, sur la vessie, sur les ovaires, sur le diaphragme, et qui vont former des lésions. Ça peut être des kystes au niveau des ovaires, ça peut être des petites granulations en superficie sur les organes, et ça peut être des nodules qui vont, comme des tumeurs, qui vont bouffer carrément l'intestin ou la vessie ou d'autres organes. Donc ça va donner des douleurs, des règles hémorragiques et douloureuses, des douleurs lors des rapports, des problèmes intestinaux, urinaires. Ça peut finir par atteindre leur morale. Il y a des femmes qui sont déprimées, qui dorment plus, anxieuses, tu perds ton boulot. Enfin, c'est vraiment tout un truc, c'est une maladie vraiment générale. Et puis ça peut diminuer la fertilité. C'est une cause fréquente d'infertilité. Et on doit prendre en charge tout ça. Et c'est une maladie qui peut commencer très jeune, dès les premières règles, et qui peut durer jusqu'à la ménopause, et même des femmes qui en souffrent après la ménopause. Ça peut empêcher d'avoir des enfants, c'est ça tu disais? Ouais, parce que ça. Mais on peut en avoir quand même certaines personnes qui en... Oui, ça c'est un message important à faire passer. Endométriose ne veut pas dire stérilité.
Ok, parmi toutes les femmes qui ont de l'endométriose, il y en a 40% qui ont des difficultés à être enceintes et qu'on peut aider. Mais 60% arrivent à être enceintes naturellement. Donc c'est pas foutu. Quand on annonce une endométriose à une femme, ça veut pas dire qu'elle sera stérile. Et si jamais ça fonctionne pas, on pourra l'aider. Parce que ça touche les ovaires, ça peut abîmer les trompes, ça peut abîmer l'utérus, ça crée un climat inflammatoire qui va gêner l'anidation de l'embryon. Donc il y a toutes les étapes de la fécondation qui peuvent être touchées par cette maladie. Tu retires des kystes, tu parles des ovaires, des kystes ovariens aussi, pour terminer, tu en parles. Voilà, tu as parfois trouvé, en fait, on peut trouver des cheveux dans les ovaires. C'est un truc qui est étonnant. Et ça, t'en as déjà enlevé? Ouais, c'est vraiment un grand classique. Ça. Il y a 15 jours, j'ai opéré une patiente de ça, qui avait un kyste, c'est les kystes dermoïdes, ça s'appelle. Dans les kystes de l'ovaire, tu as les kystes fonctionnels. Ovule, ça laisse une petite cicatrice dans l'ovaire, c'est un kyste fonctionnel. 3 mois après, ça part tout seul, on fait rien. Et puis tu as les kystes organiques, c'est-à-dire que l'ovaire va fabriquer un tissu anormal. Ça peut être du cancer, très emmerdant, mais la plupart du temps, c'est bénin. Et dans les kystes bénins organiques, il y a ces fameux kystes dermoïdes. Il y a aussi les kystes d'endométriose, mais ces kystes dermoïdes. Et en fait, c'est des cellules embryonnaires non différenciées qui sont dans l'ovaire. Non différenciées, ça veut dire qu'elles ont gardé leur potentiel d'évoluer vers n'importe quel organe, n'importe quel tissu. Et tout d'un coup, elles se mettent à évoluer vers des tissus qui n'ont rien à faire dans l'ovaire. Et ça fait des kystes dermoïdes, et qui ont une coque autour, et à l'intérieur... À l'intérieur de l'ovaire. Dans l'ovaire, une coque qui se développe, et à l'intérieur de cette coque, comme un œuf, tu trouves des tissus, tu trouves des cheveux, tu trouves de la graisse. Mais les cheveux qui poussent, tu veux dire? Des cheveux, mais des cheveux... Enfin, des vrais, comme les cheveux. des vraies touffes, quoi, tu vois. Et la graisse, des dents, parfois, des morceaux de gencives, de l'œil. Attends, des morceaux de... Non, je te crois pas. Et du rein. Attends, de l'œil? Ouais, parce que c'est vraiment des cellules qui ont la possibilité de se différencier vers n'importe quel tissu du corps humain. Incroyable. Ouais. Le plus fréquent, c'est graisse et cheveux. Et quand tu dis un œil, ça va être un bout d'œil de la matière de l'œil? Non. Ouais, c'est un bout d'œil du tissu qui quand il l'analyse au microscope, c'est du tissu, c'est de la rétine, tu vois. Même chose incroyable. Dans les ovaires. Ou des dents, mais des vraies dents, hein. Des vraies dents dures. Qui poussent. Des dents. Mais comment il peut y avoir avoir une molaire dans l'ovaire, quoi. qui se développe à l'intérieur de l'ovaire. Futur titre d'un futur livre, molaire dans... Attends, mais on peut avoir une gencive, un petit morceau de gencive dans l'ovaire. Ouais, avec une dent dans l'ovaire. Au milieu d'une touffe de cheveux et entourée de graisse. Donc attends, mais comment tu fais? Tu enlèves comme un dentiste? Comment tu fais pour enlever? En gynéco, on opère beaucoup par cœlioscopie. La patiente, elle est endormie, je mets une caméra dans le nombril, on gonfle le ventre avec du gaz, et on fait 2 ou 3 petits trous de 5 mm en bas du ventre pour passer les instruments. Pour éviter de faire une grosse... Voilà, et on opère en regardant sur un écran, pour pas avoir à ouvrir le ventre. Donc là, avec nos pinces, on ouvre l'ovaire, on dissèque le kyste, en restant au contact de la paroi, on le sort de l'ovaire, l'ovaire, il va cicatriser, ça cicatrise très bien l'ovaire, on le met dans un sac, et on amène ça au nombril et on le sort par le nombril. Sauf que mon incision, elle fait 1 cm, que mon kyste, parfois, il fait 10 cm de diamètre, ça arrive. 10, c'est une mandarine. Ouais. Tu peux avoir des kystes aussi gros que ça? 10, 15, 20, 30. Ça peut être très très gros. Et le problème, c'est que ça alourdit l'ovaire. Le risque, c'est que ça torde l'ovaire. Parce que l'ovaire, il est attaché dans le ventre, mais ils sont quand même un peu mobiles. Donc s'ils se tordent, ça s'appelle une torsion de l'ovaire, c'est une urgence chirurgicale, il faut le détordre parce que quand il est tordu, il n'y a plus d'oxygène qui arrive, il peut se nécroser. Donc tu amènes ton kyste dans son sac au nombril, mais il faut le sortir. Et donc tu vas l'ouvrir toujours dans son sac, et on a des pinces pour sortir, et tu retires mèche de cheveux après mèche de cheveux, tu le vides, t'aspires la graisse, tu retires les dents à la pince, enfin ouais, parfois tu as l'impression d'être un dentiste, quoi. Je n'avais jamais... C'est bénin, hein, c'est pas grave, ça évolue pas vers un cancer, mais c'est des trucs assez étonnants. Mais comment ils s'en rendent compte? C'est une douleur? Souvent, c'est souvent des kystes qui poussent tout doucement, donc elles s'en rendent pas compte. Ça peut être à l'occasion d'une torsion, l'ovaire se tord un petit peu, du coup elles ont mal, on fait une écho, on dit « Ah, vous avez un kyste ». Ou alors on fait de plus en plus d'échos systématiques en consultation, parce que ça fait partie maintenant un peu de l'examen gynécologique, et ça arrive qu'on les trouve complètement par hasard. Est-ce que tu fais c'est de la chirurgie? Est-ce que tu fais de la chirurgie esthétique? J'ai vu que sur Internet, certaines femmes étaient complexées de la forme de leur sexe pour différentes raisons, après un accouchement ou autre. Est-ce que tu fais ça? Ouais, alors les deux situations les plus fréquentes, c'est il y a des femmes qui ont une hypertrophie des lèvres internes. Au niveau de la vulve, il y a les lèvres à l'intérieur qu'on appelait avant les petites lèvres, et puis les lèvres à l'extérieur. Et parfois, les lèvres internes, elles peuvent sortir de manière un petit peu excessive. Ça peut gêner les femmes sur le plan esthétique,
avoir un complexe, ou même sur le plan fonctionnel, parce que ça peut, quand vraiment elles sortent beaucoup, ça peut gêner quand tu fais du sport. Une patiente que j'ai opérée parce qu'elle adorait faire du ski, et quand elle était sur le téléski, ça lui pinçait les lèvres, ça la gênait quand elle skiait, quoi. Donc il y a des femmes qui font de l'équitation, qui peuvent être super gênées quand elles ont une hypertrophie des petites lèvres, ou ça peut gêner pendant les rapports parce que ça se coince, ça rentre, bref. Donc là, on fait ce qu'on appelle une nymphoplastie de réduction, donc on coupe ce qui dépasse, et puis on fait des points pour réduire les petites lèvres. C'est une demande qui est, moi je trouve, c'est peut-être pas vrai, mais c'est un peu moins fréquent qu'avant. Pour les vraies hypertrophies, oui, mais pour le complexe esthétique, je trouve que l'image que les jeunes femmes notamment avaient du sexe parfait, qui doit être nickel, machin, toute la vie, ça passe un petit peu, et tant mieux, parce qu'une vulve, ça évolue tout au long de la vie, et notamment avec les accouchements. Et l'autre situation où on peut être amené à faire un petit peu de chirurgie intime, on va dire, c'est après des accouchements, et notamment des accouchements difficiles avec épisiotomie ou déchirure. Épisiotomie, c'est une petite coupure. Pas petite. Ouais, on coupe vraiment les muscles, la peau et la muqueuse pour... On le fait de moins en moins, heureusement. Avant, on le faisait de manière un peu systématique. Moi, quand j'ai commencé mes études, toutes les femmes qui accouchaient de leur premier enfant, épisiotomie, parce qu'on pensait que ça permettait de prévenir les déchirures et que c'était bien de faire des épisiotomies, mais en fait c'était pas bien du tout, et les femmes pouvaient garder des séquelles, c'était douloureux, il fallait que ça cicatrise, voilà. Donc là on en fait encore dans des cas plus rares, quand il faut vraiment accélérer la sortie du bébé et qu'il y a un risque de déchirure important, on continue à faire des épisiotomies, mais de moins en moins, et tant mieux. Cette épisiotomie, ou après un accouchement difficile, après une déchirure importante ou un gros bébé, on peut avoir ce qu'on appelle une béance vulvaire, c'est-à-dire que l'entrée du vagin est écartée, quoi. Est écartée, ça peut gêner les femmes. Il peut y avoir de l'eau qui rentre quand on prend un bain ou quand on va se baigner et qui ressort quelques heures après, c'est très désagréable. On peut avoir moins de sensations pendant les rapports, on peut avoir une gêne à ce niveau-là, et il y a des interventions chirurgicales qui existent, que je fais de temps en temps, qui consistent à resserrer un petit peu l'entrée du vagin. On fait une plastie de l'entrée du vagin. Et ça, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est une chirurgie qui est pas très compliquée techniquement, mais la cicatrisation est difficile, il faut faire attention de ne pas créer des douleurs lors des rapports. Tu vois. Parce que tu racontais que tu avais une patiente qui avait son utérus qui était sorti par le vagin. C'est-à-dire que c'est trop béant, tu disais trop ouvert. Alors, c'est pas la béance du vagin qui fait que le col de l'utérus va descendre. Ça, c'est les descentes d'organes, les prolapsus, on appelle ça. Le vagin, c'est une zone, et le périnée, où les tissus peuvent se relâcher. Et notamment les tissus de soutien à cause de la ménopause, à cause d'accouchements difficiles ou à cause de facteurs familiaux. Il y a des familles où les tissus sont de moins bonne qualité que dans d'autres, ou alors chez les sportives de haut niveau, quand il y a un effort chronique et une hyperpression en permanence en haut parce que tu es sportif de haut niveau, même quand tu n'as pas accouché, tu peux faire une descente d'organes ou avoir des fuites urinaires. Et donc quand ça se relâche à ce niveau-là, les organes qui sont au-dessus peuvent descendre. C'est comme une hernie. Tu vois. Et les organes qui peuvent descendre, c'est le col de l'utérus, la vessie et le rectum derrière. Moi, il m'arrive régulièrement de voir en consultation des femmes souvent un petit peu âgées qui viennent pour un suivi, elles se plaignent de rien. Et je leur dis, allez-y, je vais vous examiner, madame, si vous êtes d'accord. Elles disent, bon, elles montent sur la table et tout, j'examine. Et là, je vois le col de l'utérus qui sort. Qui sort, quoi. Mais qui sort, mais... De 8 cm, quoi. Ouais, comme un pénis, tu vois. Un truc qui sort. Et je leur dis, mais madame, ça vous dérange pas? Quoi? Le truc qui sort là, oh non, ça fait longtemps que j'ai ça, c'est pas grave, regardez, hop, elle le rentre. Et ça les gêne pas, et elles vivent avec, et il n'y a pas de problème. Alors il faut faire attention quand même, parce que quand ça descend comme ça peut être, et que c'est toujours dehors, notamment chez les femmes un peu âgées, ça peut s'irriter, parce qu'un col de l'utérus, c'est pas fait pour être dehors. Donc dans les sous-vêtements, ça peut frotter, saigner, s'infecter, donc il faut faire gaffe, ça peut ne pas être très propre. Et puis quand la vessie descend aussi, elle peut se bloquer, et il y a des femmes qui arrivent plus à faire pipi d'un coup parce que la vessie est trop descendue, ou qui ont du mal à la vider, ce qui favorise les infections urinaires, donc il faut faire attention. Bon, enfin, la plupart du temps, les femmes, elles sont gênées par ça, on les opère pour régler ça, quoi. Est-ce que la ménopause baisse la libido chez les femmes? Une question qui a été posée aussi, je sais que je te la... Ouais, ça fait partie des signes. Ça peut arriver. Bien sûr, ça fait partie des signes. Il y a plein de symptômes de la ménopause, mais parmi les symptômes, il y a la baisse de la libido. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent de cette baisse de libido. Donc, on peut les aider. On donne de plus en plus de traitements hormonaux de la ménopause. Il y a certaines femmes à qui on peut prescrire de la testostérone. C'est une grosse mode en ce moment, la testostérone chez la femme. Attention. Mais chez les femmes qui ont vraiment... La testostérone, c'est pas pour les hommes. Mais la testostérone, les femmes aussi ont de la testostérone. C'est une hormone plus masculine, on en a plus nous, mais les femmes ont aussi un peu de testostérone. Et c'est vrai qu'à la ménopause, il y a les œstrogènes qui baissent, il y a la progestérone qui baisse, et elles ont aussi moins de testostérone. Et la testostérone, c'est un peu l'hormone, même si c'est un peu réducteur de dire ça, de la libido.
Donc il y a certaines femmes à qui on peut être amené à prescrire de la testostérone pour, quand vraiment elles souffrent d'une libido très très faible et que c'est un problème pour elles, on peut être amené à leur prescrire de la testostérone, mais en première intention, c'est le traitement hormonal de la ménopause qui permet d'améliorer beaucoup de choses de la ménopause. Est-ce qu'avec tes réseaux sociaux qui ont explosé depuis qu'on s'est vu, là, ça fait quelques années maintenant, 3 ans à peu près, tu es venu au tout début du média, est-ce que ta clientèle a évolué quand tu as commencé à faire des réseaux, enfin des vidéos sur les réseaux, quand on s'est vu, tu dois avoir les 400 000 abonnés, aujourd'hui c'est 1,3 million. Est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que tu as des patientes qui viennent parce qu'elles t'ont vu sur les réseaux sociaux, elles viennent en consultation? Tous les jours. Moi, j'avais un peu peur de l'inverse. Qu'elles se disent, c'est quoi ce mec, il est gynéco, il est sur les réseaux sociaux, ça doit pas être très sérieux, à fuir. Mais c'est l'inverse, ça les rassure vachement. Ça les rassure parce que ils disent c'est quelqu'un qui est connu. Elles ont l'impression de me connaître. Je pense que je suis à peu près pareil dans la vraie vie que sur les réseaux. Donc ça les rassure. Et comme je fais beaucoup de chirurgie, et la chirurgie, il faut une relation de confiance. Il y a des femmes qui viennent même de la capitale, monsieur, pour venir me voir. Ah bon? Jusqu'à Aix-en-Provence? Ouais, elles viennent me voir, elles arrivent en consulte avec leur petite valise parce qu'elles veulent être opérées à Aix, parce que ce que je raconte leur a plu et que ça les a rassurées et qu'elles se sentent en confiance. Donc ça, c'est bien. Je m'y attendais pas trop à ce point-là. C'est vrai. L'autre truc, moi, ça m'oblige à être vraiment hyper... j'ai toujours été sérieux dans mon boulot, bien sûr. Mais là, je sens qu'il y a une attente qui est... encore au-dessus? Ouais, et parfois, c'est un peu... C'est difficile parce que j'ai des patients, tu vois, il y a des femmes qui viennent me voir, qui s'attendent à un truc... ça fait des années qu'elles cherchent à répondre à leurs questions, elles ont des problèmes complexes, par exemple les patientes qui ont des douleurs chroniques liées à de l'endométriose ou à d'autres maladies gynécologiques et qui pensent que je vais être un magicien et régler leurs problèmes, et je suis pas un magicien. Et donc parfois ça peut créer de la déception, et ça me gonfle, ça m'énerve un peu, tu vois, mais ça fait partie du truc. L'autre, moi, et ça me désole un peu, c'est tous les messages que je reçois en DM sur les réseaux de femmes pas bien suivies, qui se posent 1000 questions sur leur santé gynécologique, qui n'ont pas les réponses à leurs questions, qui n'ont pas d'accès en consultation, parce que l'accès en consultation de suivi gynécologique, malgré les sages-femmes, malgré les médecins généralistes qui font du suivi gynécologique, c'est compliqué. Il n'y en a pas partout. Et les femmes se posent des questions tous les jours, elles ont des problèmes tous les jours et elles n'ont pas forcément les réponses. Donc voilà, donc elles me posent des questions, malheureusement je ne peux pas y répondre. Parce que tu as beaucoup de femmes qui t'écrivent qui ont des mauvaises expériences avec leur gynéco. Ouais, qui ont la sensation de gynéco-homme ou gynéco-femme, qui ont la sensation de pas être bien suivi, quoi. De pas être suffisamment écouté. Ouais. Et on n'a pas besoin d'être super fort. Mais l'écoute, c'est quand même une spécialité particulière. Toi, tu avais commencé en 2009, gynécologie. Alors non, j'ai commencé 2009, je me suis installé dans mon cabinet. Oui, pardon. Ouais. Tu as commencé en libéral avec ton cabinet. Mais j'ai commencé à apprendre la gynécologie en 2000, vraiment, quand j'ai été interne. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ton métier en quelques années là en quelques décennies même d'ailleurs. Qu'est-ce qui a le plus changé? C'est l'écoute qu'on a des femmes et les informations qu'on leur donne. Avant, moi j'ai vu ce changement quand j'étais étudiant déjà, j'ai vu ce changement dans les pratiques, dans l'écoute des femmes, dans la bienveillance, dans le consentement et dans les informations qu'on se doit de donner aux femmes pour qu'elles fassent les bons choix. On redonne petit à petit le pouvoir aux femmes et nous on a un rôle d'information, d'accompagnement, et puis c'est les femmes qui décident. Et ça, je trouve ça super bien. On a trop imposé aux femmes en gynécologie, voilà. On a parlé de contraception, tenez, prenez cette pilule sans explication, sans discuter avec la patiente de ses attentes. Est-ce que c'est vraiment le bon moyen de contraception pour elle? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui proposer un stérilet ou un moyen de contraception différent parce que la pilule ne va pas lui convenir? On a parfois été... on a beaucoup dit aux femmes, c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça change et c'est très bien. Est-ce que tu es le gynécologue, le médecin gynécologue de certaines de tes amies ou d'amis de ta femme qui te demandent, qui ont plus confiance en toi qu'en un autre? Alors, il y en a plus qui ne viennent pas me voir à cause de ça. Parce que je suis leur pote, parce que... Oui, c'est bizarre, quoi. C'est les amis de ma femme. Je te parle des très proches. Je te parle des très proches. Tes meilleurs amis, voilà, ça peut... les gens que je vois le week-end ou avec qui je pars en vacances, les femmes ont un petit peu de mal à venir me voir en consultation, ce que je conçois très bien. Leur mari ou leurs copains qui sont mes potes, je pense que ça les dérangerait pas du tout. Mais c'est plus elles qui sont un petit peu embêtées, évidemment, de venir me voir en consultation. Quoi. Et puis le dimanche, on va aller à la plage ensemble. Bon, c'est un peu bizarre. Et il n'y a aucun problème, mais pas toutes, hein.
Il y en a qui sont les femmes de mes meilleurs potes qui viennent me voir en consultation. Ça leur pose aucun problème, et à moi non plus. Hein. Tu peux partir en vacances avec un groupe de potes. Moi, j'ai des copains généralistes, par exemple, et tout le monde leur demande à un moment donné dans les vacances, tiens, regarde, tu peux regarder, là, j'ai un truc, là, c'est... Est-ce que ça t'arrive, toi, en tant que gynéco, que la copine d'un de tes potes te dise, tiens, est-ce que tu es d'accord pour regarder, et tu dis, attends, dans ce cas, il faut qu'il soit là, c'est pour pas qu'il pense que... J'en sais rien, tu vois, de mes potes, c'est tellement particulier. Mais aussi maintenant dans la rue, tu vois. Oui, en fait aujourd'hui, tu as 1 300 000 copains, quoi. Surtout le soir, tu vois, quand je sors dans des endroits où il y a un petit peu de monde, on boit un coup, ça désinhibe, on discute, machin, donc on me reconnaît. Et donc moi, je suis content qu'on me reconnaisse. Globalement, ça me fait marrer. Ouais, c'est agréable, c'est rigolo. Merci, c'est super ce que vous faites et tout, je suis content. Et très vite, très souvent, ça embraye sur une question hyper perso devant tout le monde. Ah oui, bah justement, vous tombez bien. Voilà, je saigne, j'ai ci, j'ai ça. Qu'est-ce que ça peut être j'ai une mycose, j'ai un truc. De manière complètement désinhibée. Ah ouais, complètement libérée. Bon, au début, ça m'a surpris un peu. Maintenant, ça me fait marrer. Ouais. Ta notoriété sur les réseaux aujourd'hui, donc on peut te suivre sur Instagram. Ouais. Quel autre réseau tu es Insta, TikTok, Facebook. Un peu YouTube, mais moins, mais ouais, c'est surtout Instagram. Ouais. Je vous mettrai tous les liens des réseaux. Est-ce que la notoriété que tu as gagnée grâce à ces réseaux, est-ce que ça t'a servi à quelque chose un jour, d'un peu drôle? Est-ce que ça t'a aidé sur un contrôle de police où il y a un policier qui dit, tiens, c'est mon gynéco? Ouais, police, ça m'aide, ouais. Police, ça m'aide. Là, tout à l'heure, en venant, il y a une fleuriste qui, je pense que si j'avais demandé un bouquet de roses, elle m'aurait offert le bouquet de roses sans problème. Parce qu'elle m'a reconnu tout de suite. Je l'utilise pas, évidemment, à mon avantage, mais oui, ça rend la vie un petit peu plus facile pour sortir, pour avoir des places un peu pour des trucs. Sur Aix-en-Provence. Voilà, ouais, sur Aix-en-Provence, voilà, on me reconnaît un petit peu, et voilà, faut pas en abuser, bien sûr, mais ça rend les choses un petit peu plus faciles. Ouais. Merci en tout cas, Olivier. Merci, Guillaume. C'était un plaisir de te revoir avec nous. Mon gynéco, voilà, sur les réseaux. Tu as 2,5 millions maintenant tout cumulé. C'est énorme. Très content que ça fonctionne aussi bien pour toi, bravo. On embrasse ta femme aussi qui est derrière. Ah bah ça, je peux te dire que... Elle est là. Vous travaillez ensemble, du coup On fait tout ensemble, c'est du fait maison. Génial. Merci les amis, en tout cas, de nous suivre de plus en plus nombreux, tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. On vous met un documentaire, une interview à chaque fois. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Vous êtes 150 000, 200 000 à vous abonner chaque mois à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire en 2 secondes, à commenter l'émission. Est-ce que tu iras voir les commentaires? Toujours. Non, tu les lis vraiment? Ouais. Ah ouais, je les lis. Bien sûr, sous les émissions? Bien sûr, je les lis et je réponds quand ça me concerne. Ah, c'est vrai? Ouais. Mettez des commentaires si vous voulez. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et puis en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. C'est incroyable. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite sur Légende. Ciao tout le monde!